Bonsoir à tous. Ce soir, notre deuxième volet sur la civilisation antédiluvienne. Donc, comme c'est indiqué sur l'écran, la deuxième partie aura pour sujet principal les éléments indirects qui annoncent une civilisation très ancienne, très évoluée. Donc, on va voir tous les arguments qui nous sont donnés, qui sont parfois purement historiques, mais pas vraiment archéologiques au sens premier du terme. On va parler d'artefacts impossibles, c'est-à-dire des choses qui ont été construites ou fabriquées par la main de l'homme ou modifiées par la main de l'homme de façon évidente et qui se trouvent dans des endroits qui révèlent des choses extraordinaires. Et on va voir ce qu'il en est exactement. Donc nous commençons. Alors ça commence à la page 26 parce que les 25 premières pages concernent la première partie. Et donc c'est la suite. Il est souvent dit que là où les civilisations antédiluviennes étaient très avancées. Alors, là, je parle du pluriel. Après, je parlerai que de la civilisation antédiluvienne pour simplifier les choses. Et on va voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, souvent, il est dit que cette civilisation antédiluvienne était très, très, très avancée, voire beaucoup plus que nous ne le sommes encore aujourd'hui. Très avancée, information commençant à apparaître à la fin du XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'avant le XVIIe siècle, il n'y a pas de traces d'une pensée sur une civilisation antédiluvienne très évoluée, très forte, technologiquement, philosophiquement, etc. Spirituellement, tout ce qu'on veut. Dans les années 30, donc là on est au XXe siècle, dans les années 30, une théorie affirme que les dieux étaient des personnages réels, sacralisés et divinisés après leur mort, mais qu'en fait, tous les mythes qui nous parlent des dieux, etc., en fait, c'était en réalité des personnages réels qui ont été par la suite divinisés. Ça apparaît dans les années 30. De fait, ces personnes avaient une grande connaissance technique, morale, spirituelle, sociale. Ils avaient une connaissance écrasante par rapport à ce que nous savons aujourd'hui. Cette théorie de personnages extrêmement puissants d'un point de vue intellectuel, cérébral, spirituel, physique, tout ce qu'on veut. Avant, donc dans la civilisation antédiluvienne, en fait, et qui auraient été divinisés, qui seraient des dieux, en fait, eh bien, ça s'appelle l'évémérisme. On va en parler un petit peu pour détailler ce qu'est l'évémérisme. L'évémérisme, nom donné en référence à Évémère. Évémère, c'est qui? Eh bien, c'est un mythographe grec, donc, qui a vécu de moins 316 à moins 260, auteur de l'écriture sacrée, roman de voyage fantastique à l'origine de la théorie de l'évémérisme. Donc l'évémérisme puise ses racines dans les écrits grecs d'un mythographe, c'est-à-dire quelqu'un qui écrivait au sujet des mythes dans l'Antiquité. Il est considéré comme l'un des premiers théoriciens de l'athéisme systématique, c'est-à-dire que l'évémérisme puise ses racines dans l'athéisme, c'est-à-dire toute la théorie de divinité qui aurait rendu visite sur Terre à l'époque antédiluvienne, donc très très anciennement, puise ses racines dans l'athéisme systématique. Dans les années 70, l'évémérisme est revu pour affirmer que les premiers êtres n'étaient pas des humains, mais des êtres venus d'ailleurs, donc des extraterrestres. Voilà. C'est ce qu'on appelle le néo-évémérisme. C'est-à-dire que l'évémérisme, ça parle des dieux. Donc là, ce n'est pas des dieux, ce n'était pas des surhommes, c'était tout simplement des extraterrestres. Donc c'est le néo-évémérisme. Donc, des êtres venus d'ailleurs, alors certains vont dire que ce sont des dieux, des anges, des extraterrestres, mais ce ne sont pas des super-hommes qui ont été divinisés, mais ce sont vraiment des êtres d'ailleurs. Donc, certains vont utiliser Genèse 6, dont on ne parlera pas ce soir, mais dont on va détailler tout ce qui va se passer la prochaine fois, et qui vont utiliser Genèse 6 pour dire, mais en fait, c'était des anges, d'autres vont dire que c'était des démons, d'autres vont dire que c'était des dieux, d'autres vont dire que c'était des extraterrestres. Bref, on a tout un mélange. Depuis les années 2000, des chercheurs de vérité relaient le néo-évémérisme. Donc là, on a beaucoup de gens qui font des recherches personnelles, qui sont parfois autodidactes, le plus souvent d'ailleurs. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils découvrent ou ce qu'ils disent est complètement décalé, mais ça manque, comme on va le voir, de certains fondements de base. L'écriture sacrée donc du mythographe, Évémère, ce texte ne nous est connu que de seconde ou de troisième main, c'est-à-dire qu'on n'a plus le texte original. On a des portions de texte en fait qui nous sont transmises par des citations
traduite en latin par le poète Ennius, puis perdue, mais transmise par un compte-rendu donné dans les institutions divines de l'apologiste chrétien Lactance, 250 à 325 après Jésus-Christ. Donc là, il s'est passé à peu près 500 à 600 ans entre les deux, où on a perdu trace, on a juste des citations, grandes citations, mais des citations, on n'a pas tout l'ouvrage. Et un autre résumé transmis par Diodore de Sicile, mais on trouve les allusions à Évémère chez plusieurs autres auteurs grecs et latins. Voilà. On n'a pas le document à proprement parler, on a des citations. Lactance, orateur du début du christianisme, qui diffusa la pensée que ce sont des anges déchus qui s'opposèrent au message de Dieu, obligeant ce dernier à envoyer son Fils unique sur terre. C'est le début, ça commence un petit peu, c'est le 2e, 3e siècle, où là on a le début de toutes sortes de théories bizarres chez les chrétiens. Les plusieurs autres auteurs grecs et latins, qui reprennent l'argumentation d'Évémère pour combattre la religion romaine. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est curieux, c'est que c'est le christianisme, sont certains chrétiens, pas tous évidemment, mais certains chrétiens, peut-être en recherche de sensations fortes, qui ont utilisé les écrits d'Évémère, donc l'évémérisme, pour combattre la religion romaine. C'est-à-dire qu'on utilise les armes du monde, de l'athéisme, pour combattre les religions qui s'opposent au christianisme. On va voir tout à l'heure les conséquences. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, les faux dieux qu'Évémère et les premiers apologistes avaient cru détruire en les réduisant à devenir des hommes influencés ou issus d'anges déchus sont devenus des personnages historiques qu'on a vénérés pour leurs grandes qualités humaines, comme les saints. C'est-à-dire que les saints, Saint Benoît, tous les saints que vous avez dans le catholicisme, sont en réalité des reprises de l'évémérisme, où il s'agissait d'hommes qui avaient des vertus particulières et qui ont été transcrites sur des hommes qui ont été béatifiés ou sanctifiés, ou qu'on appelle saints, en tout cas dans la religion catholique, et pas uniquement catholique, aussi orthodoxe, etc. Donc toute l'origine des saints, elle se trouve là, dans l'évémérisme qui parle d'une civilisation antédiluvienne qui venait de Dieu, d'anges déchus, et le néo-évémérisme d'extraterrestres. Un exemple de construction d'une théorie. Je vais donner un exemple, on va en donner deux. Premier exemple. En 1678, Athanasius Kircher dessine une carte fantaisiste de l'Atlantide. Donc l'Atlantide, on va en parler plus en détail tout à l'heure. Donc, qui est ce monsieur? Ce monsieur est un jésuite allemand, graphologue, orientaliste, esprit encyclopédique et un des scientifiques les plus importants de l'époque baroque. Donc il a fait une carte en disant, voilà, l'Atlantide se trouve là. Cette carte n'avait pas pour but d'être une illustration sérieuse, mais elle avait pour but de son auteur d'illustrer son texte parlant du mythe de l'Atlantide décrit par Platon. Donc en fait, il a fait une sorte d'illustration dans son texte, imaginaire. Mais comme il était graphologue, qui faisait des cartes en fait, depuis les années 70, des théories de l'existence de l'Atlantide de Platon sous l'Atlantique, donc enfouie sous l'eau, s'appuient, entre autres, on verra tout à l'heure, sur cette carte, tout droit sortie de l'imagination de son auteur. Dixit l'auteur lui-même. C'est-à-dire que c'est l'auteur lui-même qui écrit que cette carte, en fait, c'était juste une illustration imaginée, mais qu'elle n'avait aucun fondement. Cependant, on a dit, ah, mais regardez, c'était un homme illustre, il a fait cette carte, ça montre que lui savait des choses très anciennes qu'il avait, voilà. Et c'est parti. La roue a été lancée, il a appris des choses d'anciens, de son grand-père, qui avait tenu ça de son grand-père, et du coup, on nous cache des choses. Voilà comment se construit une théorie, à partir d'une illustration d'un ouvrage. Un autre exemple de construction d'une théorie, en 1595, Gérard Mercator dessine une carte fantaisiste de l'Hyperborée. Alors, Gérard Mercator, on le connaît, c'est un mathématicien, géographe et cartographe, inventeur de la projection cartographique qui porte son nom, donc la projection de Mercator, qui est la carte du monde sous format rectangulaire. Donc lui, il a fait un dessin, il a fait une carte de l'Hyperborée. L'Hyperborée serait un continent tout au nord, enfoui évidemment maintenant sous les eaux. Cette carte n'avait pas pour but d'être une illustration sérieuse, mais elle avait pour but de son auteur d'illustrer un texte mythologique concernant Borée, un dieu de la mythologie grecque, incarnant le vent du Nord. Incarnation du vent du Nord. Donc en fait, il a parlé de Borée, qui est un dieu de la mythologie grecque,
Et il a fait un dessin en disant Borée, il habite l'Hyperborée. À partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Le mythe de l'Hyperborée est repris par la société théosophique, l'Hyperborée étant, selon Helena Blavatsky, dont on va parler tout à l'heure, le pays ayant accueilli la deuxième race racine de l'humanité. Là, on est parti. Rien que là-dessus, c'est parti. Le fondement de la théorie est là. Et à partir de là, à partir d'une illustration, c'est parti. Alors, petite parenthèse un peu humoristique, heureusement que les Picsou, Donald et les autres n'existaient pas à cette époque, parce que je ne sais pas quelle théorie il y aurait eu aujourd'hui. Fermons la parenthèse. Les grands promoteurs d'une civilisation antédiluvienne très évoluée. On va voir quels sont les promoteurs, les personnes au XXe siècle, qui ont été les promoteurs, on va dire les fondateurs de ces théories. Parce qu'elles sont récentes, très récentes. D'abord, il y a Helena Blavatsky, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, Helena Blavatsky, c'est une philosophe, écrivain et occultiste, 1831-1891, donc elle est du 19e siècle, fondatrice de la Société théosophique destinée à diffuser la théosophie, doctrine ésotérique, orientaliste, inspirée de l'hindouisme et du bouddhisme. On sent que les racines ne sont pas très bonnes. Elle présente entre autres une évolution des races humaines. C'est-à-dire qu'elle dit, voilà, il y a eu plusieurs races humaines qui à chaque fois a été détruite, mais elle est revenue, enfin, tout un process, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc on a les Ariens, qui est la race actuelle. Avant, il y avait les Atlantes, vivaient sur une île circulaire fortifiée au milieu de l'Atlantique, la race antédiluvienne. Il y avait les Lémuriens, qui vivaient vers 11 000 ans avant Jésus-Christ. Fondation des premières villes dans le royaume de Mu. Le royaume de Mu, on en parlera peut-être tout à l'heure. Les Hyperboréens, parce qu'elle s'appuie sur la carte de Mercator qui parlait de donc, qui habitaient l'Hyperborée. Les êtres polaires. Alors les êtres polaires, voilà, dans des temps infinis. C'est-à-dire que là, c'est des millions et des millions et des millions d'années. Certains estiment 250 millions d'années à peu près. Ces hommes étaient translucides et parfaits. Ça, c'est la théorie de la civilisation antédiluvienne de Madame Blavatsky. Ensuite, après nous, il y aura une sixième race. Et après la sixième race, il y aura la septième race, qui est la race du futur. Théorie reprise par la doctrine nazie, puisqu'en fait, Hitler s'est beaucoup inspiré de Blavatsky, d'Helena Blavatsky, sur sa théorie de purification ethnique pour arriver à la sixième race, et lui-même voulait arriver à la septième race le plus vite possible. Madame Blavatsky tenait ces informations, elle le dit elle-même, des maîtres ascensionnés. Alors, qui étaient ces maîtres ascensionnés? Eh bien, ce sont 7 êtres spirituels qui ont atteint l'éveil après plusieurs incarnations, donc des esprits. Ils se révélaient à elle au travers de rêves, de songes et de contacts médiumniques. Donc, la source, on voit où elle est. Donc ça, c'est Helena Blavatsky, l'une des fondatrices, je dirais fondamentales peut-être même, de cet évémérisme, ce néo-évémérisme. Continuons. James Schuchardt. James Schuchardt. Alors, c'est un écrivain britannique spécialisé dans les livres occultistes, 1852-1936. Donc là, on s'approche. On s'approche. Il affirmait qu'un prêtre indien l'avait instruit dans l'art de lire les textes d'une civilisation disparue, les Nahakal. Donc il affirmait qu'il y avait un prêtre qui lui avait appris à lire les textes de cette langue parlée et comprise par seulement 3 Indiens en tout à l'époque. Après de longues négociations avec le prêtre indien, il aurait pu voir une des tablettes secrètes. Les Nahakal auraient vécu il y a 50 000 ans, dans le jardin d'Éden. Il affirmait que leur technologie était plus sophistiquée que la nôtre et que les anciennes civilisations indiennes, babyloniennes, perses, égyptiennes et mayas seraient bâties sur les restes de ces colonies. Donc c'est des colonies des Nahakal. Le nom de Mu a été donné à ce continent mythique supposé se trouver quelque part au milieu du Pacifique pour trouver une alternative au nom de l'Atlantide, supposément perdu, mais dans l'océan Atlantique cette fois. Donc en fait, c'était la guerre, donc c'était à qui ferait mieux. Donc lui, il a trouvé Mu et qu'il a situé dans le Pacifique parce qu'il existait déjà l'Atlantide dans l'Atlantique. Donc il ne pouvait pas être dans l'Atlantique, il y avait déjà l'Atlantide. Donc du coup, c'était Mu dans le Pacifique. Donc un continent immense en plein milieu du Pacifique. Évidemment, on n'a jamais rien retrouvé sur le continent de Mu. Là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va passer. Paul Lecourt,
Paul Lecourt, écrivain ésotériste et astrologue français. Il a été l'un des acteurs majeurs de l'ésotérisme chrétien français et de l'hellénisme ésotérique dans la première moitié du XXe siècle. Il a publié L'Ère du Verseau, reprise aux éditions d'Ervry, qui est l'un des textes précurseurs du mouvement du New Age. Il présente une civilisation antérieure à la nôtre, ayant vécu avant le déluge, selon ses descriptions, et une civilisation meilleure dans le futur, à l'ère du Verseau, qui intervient après celui du Poisson. On a retrouvé toute cette pensée que c'était la fin du monde quand on changeait d'air, parce qu'on passait du Verseau au Poisson, que le Poisson c'était le signe de Jésus. Et donc il y a eu des livres écrits là-dessus. Tout s'est passé et il ne s'est rien passé. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que James Chouchouard, avec ses tablettes des Nahakal, là, jamais personne d'autre que lui ne les a vues. Et depuis, elles ont disparu. Donc en fait, il faut le croire sur parole que c'est lui qui a la vérité parce qu'il a lu. Donc là, Paul Lecourt. Ces descriptions avec cette civilisation meilleure, base d'une théorie chrétienne du retour de Jésus et l'établissement du millénium après l'avènement de l'ère du Verseau. Donc il y a eu tout un vent là, de folie. Là. Base de théorie de calcul de retour de Jésus par l'observation des astres et des conjonctions zodiacales. C'est à partir de là qu'on nous sort qu'avec les lunes rouges, les alignements, les machins, il y a dans l'alignement de la Vierge. Il y en a encore des chrétiens qui écrivent des livres en disant que parce que ça va être l'alignement de la Vierge avec je sais pas quoi, donc il va penser Jésus revient, c'est sûr. Les sources, elles sont là. Elles sont chez un astrologue, voilà, qui faisait de l'ésotérie. Tout simplement. On va parler maintenant de Edgar Cayce, mystique américain qui, en état de transe hypnotique, annonçait pouvoir diagnostiquer des maladies parfois insoupçonnées et donner des traitements médicaux pour les malades. Alors, il l'annonçait, mais dans bien des cas, c'était vrai. Il le faisait. C'est-à-dire qu'en fait, il diagnostiquait en état de transe des maladies qui étaient encore indécelables. Les sources, évidemment, on sait où elles sont. En tant que membre des disciples du Christ, alors il y a 2 fois membre, en tant que membre des disciples du Christ, Église protestante, il prétendait être un bénévole conduit par l'âme de Jésus pour amener les autres à l'unité avec Dieu dans leur karma, au travers de réincarnations et de voyages sur d'autres planètes, entre 2 réincarnations qui guident chacun en fonction de son signe de naissance. Fameux mélange, mais qui a eu un impact énorme auprès de beaucoup de chrétiens parce qu'il était chrétien. Voilà. Alors, quand il parle de l'âme de Jésus, Cayce distingue Jésus et l'état du Christ. Jésus aurait eu une âme comme n'importe quelle personne qui s'est réincarnée à plusieurs reprises et aurait fait beaucoup d'erreurs. L'état du Christ est un état qu'il aurait atteint et auquel toutes les personnes peuvent aspirer. Ainsi, Cayce aurait appelé Jésus le frère plus âgé. Tout simplement, en fait. Voilà, on commence à mélanger toutes les sauces, là. Donc, c'est une catastrophe. Mais tout ça, c'est pour montrer que d'où viennent toutes les théories de la civilisation antédiluvienne dont on va parler après. Elles viennent toutes de ces gens-là. Il reçut d'esprit d'Atlante une description de l'Atlantide. Donc, c'est des esprits qui lui parlent. À l'origine, il y avait un vaste continent s'étendant de l'actuel golfe du Mexique jusqu'à la mer Méditerranée, qui s'est morcelé suite à 3 cataclysmes, vers 50 000 ans, vers 28 000 ans et vers 10 900 ans avant Jésus-Christ. Les Atlantes avaient un haut niveau de sagesse et de technologie très avancé. Les hommes étaient des sortes de dieux répartis en 2 familles. Les bons, qui étaient des gens spirituels, et les mauvais, les méchants, qui étaient des matérialistes. Ces 2 familles, c'est la guerre entre les 2 familles qui provoqua le déluge. Vous voyez, quand on commence à avoir une théorie fumeuse, ça va loin quand même. À chaque cataclysme, une partie de la population migrait et fondait une nouvelle civilisation. C'est pour ça qu'on a eu les civilisations égyptiennes, sumériennes, mayas, etc. Je vois, il y avait une migration et puis hop, ça renaissait avec un petit groupe de personnes. Vers l'Égypte, puis vers des régions précolombiennes d'Amérique et enfin vers les Pyrénées. Alors pourquoi ? Zecharia Sitchin. On est au dernier. Je vous rassure. Mais c'est important d'avoir tout ça, surtout ce dernier monsieur. Parce que alors lui, il a fait beaucoup, beaucoup de mal. Écrivain américain d'origine soviétique qui développe les théories mêlant du néo-évémérisme, donc les extraterrestres, et du intelligent design, donc dessin intelligent d'origine extraterrestre. Alors selon lui, des extraterrestres, qui en fait sont des dieux, sont venus sur Terre pour apporter aux humains la civilisation.
allant parfois même jusqu'à modifier l'ADN des humains. Il s'appuie sur ses propres traductions de tablettes sumériennes pour affirmer que les Sumériens avaient des connaissances astronomiques extraordinaires. Par exemple, le système solaire était constitué de 10 planètes. Des peuples extraterrestres venus des Pléiades avaient visité la Terre dans des temps j'aurais pu mettre 3 fois très reculés. Ces peuples créèrent les humains par des manipulations génétiques. Tablette traduite par M. Sitchin. Il y a juste un gros problème quand même. C'est que ces tablettes sont des tablettes acadiennes, écrites en acadien, et qui parlent d'un texte acadien. Et lui dit qu'il a traduit ces tablettes-là en sumérien. Donc là, ça pose déjà un sérieux problème. C'est comme si moi j'avais un texte en russe et que je dis je lis très bien le grec, donc j'ai traduit les textes grecs qui sont écrits en russe. Donc, M. Sitchin n'a jamais pu traduire de tablettes sumériennes, puisqu'elles ne sont pas sumériennes, elles sont acadiennes. Déjà, ça commence pas très bien. On continue. Il parle de la planète Terre, qu'il appelle Tiamat, et d'une planète Nibiru. Nibiru, aussi appelé Marduk, serait entré en collusion avec la Terre. Tiamat, ce qu'on sait de Tiamat, ce qui dit que la Terre, c'est Tiamat. Mais Tiamat, on connaît Tiamat. Tiamat, c'est la déesse dragon dans la mythologie suméro-acadienne, donc on la trouve dans les deux, déesse primordiale, que les Grecs appelleront Gaïa, pour ceux qui connaissent. Marduk, démiurge dans la mythologie babylonienne, Zeus chez les Grecs. Démiurge, c'est-à-dire le créateur. Mais quand on dit démiurge, créateur, démiurge, ce n'est pas le Dieu tout-puissant qui crée. Le démiurge, c'est celui qui utilise ce qu'il a pour former. Vous voyez, c'est une petite différence. Le dieu démiurge dans la mythologie suméro-acadienne est Namu, qui se manifeste sous 3 émanations, An, Enlil et Enki. Donc là, il y a un mélange sérieux, puisqu'il parle de Nibiru ou Marduk, Marduk étant babylonien. Babylone, c'est 1800, de moins 1800 à moins 800, alors que Tiamat, c'est moins 3400 à moins 2000. En fait, il mélange tout. M. Sitchin confond et mélange les civilisations sumériennes et babyloniennes. Donc, il traduit des textes acadiens pensant que c'est du sumérien en parlant de dieux babyloniens. Un peu compliqué. De plus, le concept d'association d'un dieu avec une planète n'a existé qu'à partir de l'époque romaine. Ce sont les Romains, donc après encore, plus tard, qui ont eu l'idée d'associer une planète à un dieu, dont on a les traces aujourd'hui, puisque les planètes s'appellent Jupiter, Mars, Vénus, ce sont des dieux grecs. Romains, pardon. Ces écrits sont à la base de la scientologie, issue d'une rencontre avec le dieu extraterrestre Xenu, du mouvement raélien, issu d'une rencontre avec les dieux extraterrestres, les Elohim, d'après les raéliens, et de certains mouvements New Age, issus d'une rencontre avec Ashtar Sheran, qui sont des esprits supérieurs et qui ont rencontré les gens, etc. On voit ce que ça a donné. Alors, je pense que ce n'était pas sciemment. Je pense qu'en tant qu'écrivain, ce qu'il voulait, c'était un best-seller et faire de l'argent. Le problème, c'est que ça a pris beaucoup plus qu'il ne pensait, je pense, puisqu'en fait, c'est devenu une théorie qui a fait des ravages et qui a donné la scientologie, on sait ce que c'est aujourd'hui, les raéliens, on sait ce que c'est aujourd'hui, et les mouvements du New Age, surtout ceux qui sont issus de Ashtar Sheran. Ceux qui s'intéressent, allez regarder, vous allez voir, c'est pas triste. Quelques artefacts inexpliqués. Alors maintenant, on a les fonds. Voilà. Maintenant, on va parler de faits, des choses qu'on a concrètes qui montrent que quelques artefacts donc inexplicables qui appuient l'existence d'une ancienne civilisation supérieure. La carte de Piri Reis. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la carte de Piri Reis, mais c'est l'un des points forts pour montrer qu'il y avait une civilisation quand même très ancienne qui maîtrisait. Pourquoi ? C'est une carte ancienne découverte en 1929 lors de la restauration du palais de Topkapi à Istanbul. Carte ancienne attribuée à l'amiral et cartographe ottoman Piri Reis, qu'il aurait tracée en 1513. Donc une carte qui a 500, 600 ans. 500 ans. Cette carte n'est que le fragment d'une carte 3 fois plus grande représentant le monde connu à l'époque à laquelle elle a été réalisée et dont le reste est aujourd'hui perdu. Donc on n'a qu'un morceau, elle a été déchirée, on n'a qu'un morceau.
elle est vite considérée détailler les côtes occidentales de l'Afrique et les côtes orientales de l'Amérique du Sud. Donc l'Afrique, on le voit ici, c'est voilà, la partie occidentale de l'Afrique, et on a la partie orientale de l'Amérique ici. En 1513. Ce qui en est dit, elle représente la côte africaine et la côte du sud de l'Amérique à des longitudes correctes. Ce qui est impossible au XVIe siècle, puisqu'il n'y avait pas de moyen de mesure, de latitude. Oui, mais pour avoir une cartographie avec des latitudes précises, ce n'était pas possible. Elle représente des plantes et des animaux vivant dans chacune des régions tracées, y compris les Andes et un lama, alors que c'était inconnu à l'époque. Donc comment est-ce qu'ils pouvaient savoir qu'il y avait un lama à cet endroit-là? Elle représente des côtes de l'Antarctique sans la glace. Or, ça fait un bon moment qu'il n'y a plus de glace, qu'il y a de la glace, pardon, et que sur l'Antarctique. Donc, elle est alors associée aux cartes de Assi Hamet et de Mercator de l'époque, qui montrent aussi certaines parties du globe. Voilà, 1559, 1534. Je ne rentre pas dans les détails parce que ce serait trop long. Donc, avec la carte de Mercator. L'Antarctique, relié par un isthme qui a disparu il y a 15 000 ans. Comment pouvait-il savoir, Piri Reis, qu'il y avait eu un isthme il y a 15 000 ans qui reliait l'Antarctique à l'Amérique du Sud? Un isthme, oui. Elle est en réalité la reproduction d'une carte datée du IVe siècle avant Jésus-Christ, qui elle-même est une copie d'une carte bien plus ancienne. Affirmation largement relayée de Charles Hapgood dans Les cartes des anciens rois des mers. C'est un livre, un roman. Il a dit ça dans son roman. Et à partir de là, c'est devenu une réalité. La première édition en 1966, éditée sous le titre de Maps of the Ancient Sea Kings, Evidence of Advanced Civilization in the Ice Age, excusez-moi, par les éditions Adventure Unlimited Press, spécialisées dans les romans et intrigues de science-fiction. Donc en fait, il a écrit un livre de science-fiction et c'est devenu une réalité. Heureusement, là, cette fois-ci, qu'ils n'ont pas vu Star Wars. Parce que alors là, on serait mal parti. Les scientifiques de la NASA sont perplexes devant cette carte impossible. Ben oui, comment c'était possible d'avoir une carte aussi précise au XVIe siècle, qui elle-même date d'un truc qui a de 4e siècle avant Jésus-Christ? Impossible. Les détails sont aussi précis que nos cartes modernes obtenues par satellite. Incroyable. On va revenir un petit peu sur la carte de Piri Reis maintenant, parce que vous avez bien fait attention, je dis ce qui en est dit. Maintenant, on va voir la réalité. Remarque, toutes ces démonstrations ne situent jamais l'artefact dans son contexte historique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein d'affirmations sur la carte de Piri Reis. Vous parlez de la carte de Piri Reis, vous avez forcément autour de vous avoir quelqu'un qui va dire « Ah ouais, je connais, c'est un truc incroyable et tout ». Maintenant, elle vient d'où cette carte? Christophe Colomb a accosté en Amérique centrale en 1472. Pedro Álvarez Cabral a accosté sur la côte brésilienne en 1500. Christophe Colomb était un Espagnol et Pedro Álvarez Cabral, comme son nom l'indique, était portugais. Au XVe siècle, la route de la soie participe à l'essor économique de l'Europe. Cette route permet des échanges de produits, soie, épices, métaux, etc. Beaucoup de richesses. Elle permet aussi des transferts de technologie, la boussole qui vient de Chine, l'astrolabe. Au XIIIe siècle, pour soutenir ce commerce international, des cartographes produisent ce qu'on appelle des portulans. Ce pas des cartes, ça s'appelle des portulans. Portulan, c'est quoi? C'est une sorte de carte de navigation utilisée du XIIIe au XVIIIe siècle, servant essentiellement à repérer les ports et connaître les dangers qui peuvent entourer courant au fond. En fait, pour ça, c'est portulan, c'est le port. En fait, ces cartes n'avaient pas pour but d'être une cartographie avec les montagnes, les routes, etc. C'était surtout pour les marins, pour savoir où ils pouvaient accoster et surtout comment y arriver. Ils ne reproduisent que les côtes avec les ports et ne font que suggérer l'intérieur des terres. Il n'y a que les côtes qui sont représentées, puisque ça n'a pas d'intérêt pour un marin de savoir ce qui se passe dans les terres. Une autre particularité qui les différencie des cartes marines, ils possèdent un réticule des vents et non pas une rose des vents. Au niveau des orientations, des points cardinaux, c'est un réticule des vents, appelé aussi réticule des cours ou réticule Rumps, figure géométrique ressemblant à une toile d'araignée,
formant une grille sur la carte pour mieux se repérer et où le tracer. C'est une sorte de grille, en fait, mais qui peut être déformée. La grille peut être vue facilement en regardant en contre-jour un portulan côté verso. On la regarde un peu à la lumière du jour, on voit tous les tracés qui sont dessous. Donc c'est un portulan dans ces cas-là, et non pas une carte. Ces portulans deviennent de plus en plus précis à partir du XVe siècle, grâce à l'apport des connaissances de l'Orient. Il y a des écoles qui se créent, avec l'école de Majorque en Espagne et l'école de Gênes en Italie, les deux écoles principales de cartographie. Les Portugais se formèrent à Majorque avant de créer leur propre école de cartographie, c'est-à-dire qu'ils se sont formés chez les Espagnols. Vous allez voir, tout ça, ça va être très lié. Je fais un peu d'histoire, je remonte un peu loin, mais vous allez voir que quand on a compris ce qui se passe, on va comprendre pourquoi cette carte, elle est comme ça. Et au milieu du XVe siècle, qu'est-ce qui se passe? Le monde change. Il y a une catastrophe. Chute de Constantinople en 1453. Ça veut dire que la route de la soie, elle est fermée. Et donc là, fin de l'Empire romain d'Orient et début des problèmes. La route de la soie est peu à peu fermée, étranglée. Et donc tout l'essor économique de l'Europe se trouve arrêté. Or, c'est la guerre pour savoir quel pays va être le plus riche, quel pays va prendre l'ascendant sur les autres. Donc, il faut absolument trouver une autre solution. Peu à peu, le centre de l'Europe bascule de Venise à Anvers. En fait, toute l'école de cartographie qui était à Gênes va monter à Anvers. Les ateliers de cartographie s'expatrient partout en Europe. Et l'imprimerie permet l'impression de cartes en série. Parce qu'avant, les cartes, elles étaient recopiées une par une à la main, gravées sur des rouleaux en bois, puis en cuivre. Et ensuite, on les roulait et on pouvait imprimer comme ça. Il y avait beaucoup de cartes au XVe siècle, mais très utilisées. Oula, elles ont presque toutes été détruites. Il y avait beaucoup de cartes. On sait qu'il y avait beaucoup de cartes de fabriquées, mais comme elles étaient utilisées, ce n'étaient pas des cartes pour faire joli, c'était des cartes qui étaient utilisées dans les bateaux. Donc, il y en a très peu qui revenaient. Le Portugal lance de nombreuses expéditions de contournement de l'Afrique pour retrouver une voie vers l'Asie. Donc, eux, ils disaient de descendre dans le sud, passer par le bas de l'Afrique. Découverte des îles du Cap-Vert en 1456, découverte de l'Équateur en 1471. Mais un énorme problème technique apparaît. À partir du moment où on passe l'Équateur, il y a un problème. Il y a un problème pour les marins. À partir de 1471, un problème technique bloque les marins. C'est quoi? Sous l'Équateur, l'étoile polaire n'est plus visible. Donc le nord, il est où? On ne sait plus. On s'oriente comment? On ne sait pas. Des astronomes établissent des tables donnant la position du Soleil par rapport au pôle pour chaque jour de l'année. Ils font des calculs. Ils font des tables. Le Soleil, tel jour, il doit être à tel endroit, tel axe, tel axe, tel axe, tel axe. Appelé une déclinaison. En 1488, Bartholomew Dias dépasse le cap de Bonne-Espérance. C'est un exploit. C'est un Portugais. Pedro Alvarez Cabral veut aussi rejoindre l'Asie sans perdre de temps au poteau noir. Qu'est-ce que c'est que le poteau noir? C'est la ceinture de quelques centaines de kilomètres du nord au sud de l'équateur avec des zones de basse pression, donc sans vent. Donc en fait, il veut... Parce que quand on descendait par le sud, forcément, on arrivait par ce qu'on appelle en termes maritimes le poteau noir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vent. Donc s'il n'y a pas de vent, on n'avance pas. Donc l'idée, c'est de se dire, si je fais tout le tour tout droit vers l'ouest, je fais le tour de la Terre, je retourne de l'autre côté. Et j'arrive en Asie sans passer par le poteau noir. Donc sans perdre de temps. Il s'éloigne des côtes africaines pour profiter des alizés. En fait, il s'éloigne des côtes africaines, profite des alizés, et il rejoint le Brésil. Avec cette découverte, les cartes deviennent des outils stratégiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à découvrir que de l'autre côté de l'Atlantique, il y a de la terre, la carte devient un trésor où il y a de la terre. Lorsqu'un explorateur portugais part, il reçoit une pochette scellée qu'il n'ouvre qu'à distance des côtes. Quand il part, le capitaine du bateau, il a une pochette avec les cartes dedans. C'est scellé, personne n'a le droit de l'ouvrir. Il ne peut l'ouvrir qu'à une certaine distance des côtes quand on est sûr qu'on va pas que personne d'autre que celui va la lire. Il y a des cartes mentionnant des terres récemment découvertes que des navigateurs étrangers ne doivent pas connaître. C'est la guerre. Guerre économique. En 1755, un tremblement de terre engendre un incendie immense dans la grande bibliothèque des cartes de Lisbonne, en Portugal. Les originaux des cartes portugaises sont détruites. Toutes les cartes sont détruites. C'est une catastrophe
nationale. Sauf une. Il y en a une qui n'a pas été détruite. La voici. C'est ce qu'on appelle le planisphère de Cantino. Le planisphère de Cantino, volé en 1502 par Alberto Cantino pour l'amener à Florence en Italie. Il l'a volé aux Portugais pour l'amener en Italie. Et c'est pour ça qu'elle a été sauvée, cette carte. Il s'agit d'une carte technique servant à faire des copies. En fait, ce n'est pas une carte qui était embarquée, c'est une carte qui devait rester dans un endroit protégé, etc. et qui servait à faire d'autres copies. C'était la pièce maîtresse. Seules les côtes découvertes par le Portugal y sont représentées. Donc on voit bien qu'elle était portugaise. Seules les côtes portugaises étaient représentées. Ainsi que le traité de Tordesillas de 1494, partageant le monde entre le Portugal et l'Espagne. Donc en fait, ils s'étaient déjà partagé le monde en disant « moi je vais là, toi tu vas là, on se tape pas dessus, chacun son coin ». La côte du Brésil, découverte 2 ans plus tôt, y est représentée. On va y arriver à notre Piri Reis, 1513. Là, on est en 1494. La voici. C'est les côtes portugaises, du Brésil, Amérique du Sud. Moins précise que la carte de Piri Reis, car pas encore totalement explorée. Là, ça veut dire que c'était tout frais. Donc, en fait, les dernières informations étaient remontées et à Lisbonne, tout de suite, on les mettait sur la carte maîtresse. La carte de Piri Reis est tracée en 1513. Et là, elle a été volée en 1502, celle-là. Il y a 11 années entre les deux. 11 années durant lesquelles les Portugais ont exploré les côtes brésiliennes. Les premières, en 1501 et 1503, les premières expéditions furent menées par Gonçalo Coelho et Amerigo Vespucci, qui devaient étudier et cartographier la pointe du Brésil. On est en 1503, donc c'est 10 ans avant Piri Reis. Mais il y avait un autre moyen que le vol pour se procurer des cartes de terre nouvelles. La guerre. Attaquer les bateaux. Et en fait, il y a eu une guerre maritime effroyable entre les Portugais et les Espagnols. Et souvent, on nous lit dans les livres d'histoire que c'était pour l'or. C'était pas pour l'or, c'était pour les cartes. Parce que celui qui avait la carte avait la connaissance de tous les territoires de l'autre. C'était top secret. La carte de Piri Reis, on y vient. Pour se procurer une carte, il suffisait d'attaquer un bateau qui en avait à son bord, tout simplement. Ce que font les pirates et les corsaires. Et à la fin du XVe siècle, sévissaient les corsaires dans toute la Méditerranée. L'un des plus connus était Kemal Reis, amiral ottoman, oncle de Piri Reis. Tiens, on le retrouve. Il a lui-même participé, donc Piri Reis, à de nombreuses expéditions contre des navires espagnols, portugais et italiens, parce qu'il était ottoman, lui. Chute de Constantinople, continue la guerre avec l'Occident. En 1501, il fait une série de razzias, Kemal Reis, le long des côtes espagnoles. Il capture 7 navires et de nombreux prisonniers. L'un des prisonniers, a fait 3 voyages avec un certain Columbus vers de nouvelles terres au-delà de l'Atlantique. C'est un marin qui avait été avec Christophe Colomb. Pour prouver qu'il ne ment pas, le marin présente la charte de Columbus qu'il avait dans la main, c'est-à-dire un contrat. Christophe Colomb pensait découvrir l'Asie. Les Ottomans se sont dit, on a mis la main sur un trésor inestimable. On a trouvé la route de l'Asie. Son premier voyage a été un échec à Christophe Colomb. C'est ce qui apparaît sur ce document. Il n'a pas rencontré le Grand Khan. Il devait rencontrer le Grand Khan, il arrive en Asie. Il n'a pas trouvé les îles Moluques, les îles indonésiennes regorgeant de poivre et d'épices. C'est un échec. Alors, il démultiplie les découvertes. Il accroît le nombre d'îles où poussent les épices pour réduire l'angoisse du vide de l'équipage. En fait, il dit à l'équipage, mais si, moi j'ai vu avec les longues vues, j'ai vu, tout ça c'est écrit dans les documents, hein. J'ai vu des îles où il y avait des épices et tout ça pour motiver les troupes. Il y a même une île aux serpents qui n'a jamais existé en Amérique centrale. Une croyance remontant à Pline l'Ancien, la présence de serpents en nombre révèle la présence de filons d'or. C'est-à-dire que c'est une croyance qui était antique. C'est-à-dire que s'il y avait beaucoup de serpents, c'est qu'il y avait de l'or. Donc forcément, les marins, s'il y a beaucoup de serpents, il y avait de l'or. Donc, on va aller un peu plus vite. Cette île apparaît sur la carte de Piri Reis. Une île inventée par Christophe Colomb, et elle apparaît sur la carte de Piri Reis. Il ne représente pas Cuba comme une île, car il est sûr que c'est le début du continent asiatique, Christophe Colomb. Il a découvert Cuba, et il s'est dit c'est le début du continent. C'est pas une île, c'est un continent. Identiquement sur la carte de Piri Reis. En fait, Piri Reis, c'est une copie. Une copie. Hispaniola, Haïti aujourd'hui, est représenté comme Simpago,
le Japon actuel pour créditer son arrivée en Asie. C'est-à-dire qu'en fait, il voit une île, il se dit ça c'est le Japon, donc il la dessine comme le Japon qui était connu. Mais il n'a pas été la voir en fait. Christophe Colomb cherche à rendre sa découverte impressionnante pour avoir plus de moyens pour d'autres missions. En fait, son objectif, c'est ça. C'était un échec. Il n'a pas réussi à atteindre l'Asie. Et donc, il va inventer des tas de choses sur sa carte. Et Piri Rice confirme toutes ces informations en écrivant lui-même qu'il a réalisé sa carte en compilant une vingtaine de cartes de l'époque, dont une qui venait de Columbus. Piri Rice, il a écrit ça lui-même. Qu'il a copié des cartes, dont une qui venait de Columbus. Donc, de dire que Piri Rice, il tient ça d'un truc qui avait 4 siècles avant Jésus-Christ, c'est faux. C'est écrit. Voilà, il l'a écrit ici sur la carte, là. Tout ce texte-là, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez le retrouver. Et donc, il l'a écrit de sa main là. Donc, ce n'est pas un texte bizarre, hein, c'est écrit là. Continue. Elle représente des îles qui n'existent pas. Elle est d'une précision incroyable, c'est ce qu'on nous dit. Alors, les îles qui n'existent pas, oui, c'est clair, c'est le Japon à côté du Mexique, ça n'existe pas. Elle est d'une précision incroyable, qu'on nous dit. Ces îles ont donc existé et elles ont disparu. C'est-à-dire que là, quand on dit ça à quelqu'un qui nous dit qu'on nous cache des choses, ça, et quand on lui dit, ouais, mais là, le Japon, ça n'a jamais été près du Mexique, dans le golfe du Mexique, ça ne va pas. On dit, oui, mais non, c'est parce qu'elles ont existé, mais qu'elles n'existaient plus. Vous voyez, ça, à un moment donné, quand on veut vraiment avoir raison, on est prêt à n'importe quoi. Piri Rice a donc forcément eu accès à des informations détenues par une civilisation très ancienne, puisqu'elles n'existent plus. Parce que lui, il les a connues, il savait qu'elles étaient là. Nous, on n'en trouve plus de traces parce qu'elles n'existent plus. Si les îles représentées n'existent pas, c'est parce qu'elles n'ont jamais existé, tout simplement. Alors, on oublie de dire qu'elles représentent des îles de même configuration que les Antilles dans l'Atlantique Sud. Ça, on nous dit que c'est une précision incroyable. Hein. On oublie de dire qu'elle décrit une chaleur insoutenable au niveau des îles Kerguelen. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous, qui sont allés aux îles Kerguelen, mais ceux qui y sont allés ne vont pas vous dire qu'il faisait super chaud. Pourtant, c'est écrit qu'il faisait super chaud. On oublie de dire qu'elle décrit la présence en très grande quantité de perles sur l'île Hispaniola, Haïti aujourd'hui, mais pas de perles. Information figurant sur une carte antérieure tracée à l'occasion de l'expédition de Alonso de Ojeda en 1499. Il a inventé son truc lui aussi pour pouvoir avoir des finances, pour pouvoir faire d'autres expéditions. En 743, les musulmans avancent dans la péninsule arabique. 7 prêtres auraient quitté le continent et créé 7 cités dans un paradis caché. C'est un mythe. Sur une île dans l'Atlantique appelée l'île Antillia ou Antillia en portugais. Certains écrivains arabes pensent qu'il s'agirait de la déformation d'Atlantide. Il faut vraiment le déformer, mais c'est ce qu'on dit. Ils ont découvert l'Atlantide. Cette île apparaît sur plusieurs cartes, dont celle de Toscanelli en 1457. C'est cette île mythique qui a inspiré le nom des Antilles après. On ne parle pas de celle-là, mais ça a inspiré le nom des Antilles. Donc là, c'est ici. Hein. L'île mythique de Antilla, elle est là, sur la carte de Piri Rice, qui est d'une précision incroyable. Donc Saint-Brendan, 484-577, est parti à la recherche du Jardin d'Éden durant 7 ans. C'est un conte mythologique irlandais. Durant son voyage, croyant accoster sur une île, il fit un feu. Il s'agissait en fait d'un poisson géant qui brûlait, s'enfonça dans les eaux. Il était vraiment balèze, le poisson, parce qu'il ne l'a pas vu. Et en fait, sur la carte, il est là. Pour montrer que la carte de Piri Rice est vraiment d'une précision remarquable, beaucoup plus précise qu'on ne peut le faire avec nos satellites aujourd'hui. Ça, il faut faire très attention à ce qui est dit. Hein. Là, on a un texte, Piri Rice écrit « Il est dit que dans les temps anciens, qu'un prêtre du nom de Saint Volrandon voyagea sur les 7 mers. Cette information n'est pas mentionnée par les Portugais infidèles. Elle est prise d'une ancienne carte du monde. » Il dit lui-même que c'est pas fiable. Il y a aussi des animaux mythiques. Alors voilà ce qu'il a rencontré, Piri Rice, soi-disant, parce que c'est pas Piri Rice, il a copié. On a le cynocéphale, par exemple. Ici. Animal mythique égyptien et romain. En fait, c'est un être humain avec une tête de chien. Mais il y en avait plein, là. Et s'il a noté, c'est parce qu'ils ont été vus, hein, par Christophe Colomb et les autres. Alexandre le Grand a dit en avoir vu en Inde. Donc forcément, comme il a dit en avoir vu en Inde, forcément, il faut en mettre là parce qu'on est allé en Inde. Donc il y en avait là. Il y a les blémises aussi. Les blémises,
Personnage abondamment représenté au Moyen-Âge, sans tête, sans cou et possédant des yeux et de la bouche sur la poitrine. Ils ont la tête au niveau du torse. Et là, ils sont là, les blémises. Ils sont ici, petit bonhomme. Personnages considérés exister aussi en Inde. Donc, du coup, il faut les représenter, parce que s'ils existent en Inde, il faut les représenter sur la carte. N'oubliez pas que c'est une carte d'une précision incroyable qu'on ne saurait pas faire aujourd'hui. Et les côtes de l'Antarctique, alors? C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Il existe plusieurs méthodes de représentation des cartes géographiques. Toutes imposent une déformation des terres représentées. La Terre étant un globe, dès qu'on veut représenter à plat, on est obligé de déformer. Donc, il y a plusieurs représentations possibles. Il existe un logiciel de projection et représentation géographique qui s'appelle le QGIS. Vous pouvez y aller, vous pouvez faire des tests, ça marche très très bien. Et donc, il essaye tout ce qui est possible en déformation pour essayer de faire obtenir ce qu'on cherche. Aucun des algorithmes proposés par le logiciel ne permet de caler correctement la carte. C'est-à-dire que la carte, elle n'est pas précise du tout parce que ça ne marche pas, quelles que soient les déformations. Donc, on nous sort ça, on nous dit c'est super précis, regardez la preuve. Ah, la preuve, non, ça ne marche pas. Certains avancent parfois que Piri Reis s'est inspiré de cartes de Ptolémée, bien plus anciennes. Ptolémée, évidemment, c'est très ancien. Hein. Piri Reis, il a lui-même écrit que parmi les 20 cartes dont il s'est inspiré, 4 venaient de Ptolémée. Ptolémée, moins 300, moins 285 avant Jésus-Christ, donc général macédonien d'Alexandre le Grand et l'un des principaux diadoques. Les diadoques, c'est les dauphins, ceux qui ont récupéré les territoires qui sont divisés après la mort d'Alexandre le Grand. Mais il n'a jamais tracé la carte, il n'a jamais tracé de carte. Ptolémée n'a jamais tracé une seule carte de sa vie. L'erreur de Piri Reis, ainsi que de nombreux de ses contemporains, a été de confondre Ptolémée Ier et Claude Ptolémée. Claude Ptolémée ayant vécu après Jésus-Christ, c'est-à-dire à peu près 400 ans après, et qui lui traça des cartes. Avant de tracer des cartes, il recalcula le diamètre de la Terre, mais il trouva un diamètre très supérieur à Ératosthène, ce Claude Ptolémée. Il trouvait que la Terre était énorme. Christophe Colomb a eu du mal à se faire financer ses voyages, car la circonférence de la Terre, je souligne au passage qu'à cette époque, tout le monde savait que la Terre était ronde. Parce que, en fait, pourquoi il a eu du mal à faire financer son voyage? Parce que, comme la Terre était estimée par M. Claude Ptolémée comme étant beaucoup plus grosse que celle que Ératosthène avait estimée, parce qu'Ératosthène était très proche de la réalité, eh bien, les autorités lui ont dit non, mais c'est impossible, tu ne peux pas faire toute cette traversée, parce qu'ils ne pensaient pas qu'il y avait l'Atlantique, qu'il y avait le continent américain entre les deux, tu ne peux pas faire toute cette traversée en une seule fois. Donc, on ne te laisse pas y aller, tu vas mourir. C'est pour ça que Christophe Colomb a eu du mal à se faire financer. Christophe Colomb utilisa des calculs de Pierre d'Ailly, 1351-1420, qui les avait repris de Claude Ptolémée pour justifier un diamètre beaucoup plus petit de la Terre. Donc en fait, il avait refait les calculs et il est retombé sur ce qu'avait trouvé Ératosthène quelques siècles avant. Si l'on regarde de près la carte de Piri Reis, nous y voyons, comme indiqué par des défenseurs d'une carte inspirée par des éléments ancestraux, une description de la côte sud de l'Amérique du Sud, ici, voilà, très bien, avec quelques détails intéressants. Le continent est tropical. Eh oui, la Terre de Feu, c'est tropical. Il y a des monstres à 6 cornes. Dans ce pays en ruine, rempli de serpents, les rivages sont brûlants. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas poser le pied sur le rivage tellement l'eau est chaude, dans l'Antarctique. En fait, il n'y a pas de représentation de l'Antarctique sur la carte. Il s'agit d'une compilation de plusieurs cartes dont le but était de montrer une connaissance supérieure aux autres pays. L'objectif, c'est de dire, nous, on sait mieux que vous parce que nous, on est allés là. Et on a vu des choses extraordinaires. Mais c'est nous. L'objectif était cette guerre économique pour montrer qu'ils étaient supérieurs. Jusqu'à même raconter des bêtises. Dont celle de Colomb, qui avait noté des repères légendaires et imaginaires pour rendre crédible sa découverte et se faire financer d'autres expéditions. C'est-à-dire que là, ça met un peu... Christophe Colomb, ça le remet un petit peu plus bas quoi, de l'histoire qu'on nous raconte. Mais pour tout ça, pour dire que cette carte de Piri Reis, elle est fausse. Alors ça a été long, mais je voulais que vous compreniez qu'avant d'affirmer une bêtise, souvent, ces gens qui jettent des théories ne s'appuient sur rien. Tout est parti de récits de science-fiction pour arriver à une théorie où aujourd'hui, vous avez des gens qui croient dur comme fer que la carte de Piri Reis est une preuve qu'il y avait une civilisation antédiluvienne qui connaissait même l'Antarctique sans la glace.
Alors, un autre artefact impossible, ça va être plus rapide maintenant, c'est la pile électrique de Bagdad. Surnom donné à une poterie datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc 300 ans avant Jésus-Christ, à Bagdad, ils avaient des piles électriques. Voici la poterie. Poterie de 15 cm de haut pour un diamètre d'environ 7,5 cm, donc c'est petit, c'est presque les piles, les grosses piles, vous savez qu'on a. Non, j'exagère, parce que 15 cm c'est haut, mais voilà, on a une pile, quoi. Découverte en 1936 dans un village près de Bagdad, dans l'actuel Irak. La poterie est fermée par un bouchon en bitume. Là, il y a une représentation. Attenant à ce bouchon, il y a un cylindre en cuivre. Dans le cylindre en cuivre, il y a une tige de fer. La tige de fer et le cylindre en cuivre sont corrodés. La corrosion est dite de patine bleue. Ça, c'est intéressant, puisque si elle a la patine bleue, ça veut dire qu'il y a eu une oxydation à l'argent. Donc, ça veut dire qu'avant, il y avait aussi de l'argent dedans. Le directeur du musée de Bagdad, à l'époque, a suggéré qu'il pouvait s'agir d'une pile électrique. Évidemment, tout le monde a ri. Il a fait des tests en injectant dans une jarre de même conception un acide, il a mis du jus de citron, et chaque jarre fournit alors de 1 à 1,5 volts. Nous sommes 300 ans avant Jésus-Christ. Il s'est inspiré des magasins qui galvanisaient et plaquaient d'or des objets divers pour les touristes dès les années 40 à Bagdad. La première pile électrique officielle date de 1800 par M. Volta. La pile à colonne de Volta ou pile voltaïque ou encore pile Volta inventée par Alessandro Volta. La pile voltaïque comporte un empilement alternatif de ronds de drap, de cuivre, d'argent. On retrouve les mêmes matériaux quasiment, avec de l'eau salée. Certains avancent une datation de 2300 ans avant Jésus-Christ. Alors, si vous en avez qui vous avancent ça, vous pouvez leur demander où ils ont trouvé cette date. Parce que... mystère. Il devait y avoir une civilisation très ancienne qui maîtrisait la technologie moderne, voire plus encore. Et certains vont sortir même que sur certains hiéroglyphes, les Égyptiens ils avaient des ampoules. Ici. Et ces piles sont des preuves d'une connaissance qui a traversé les âges. Évidemment, c'est faux. C'est faux. Durant la guerre d'Irak, le musée a été pillé et les piles ont disparu, bon, comme beaucoup d'autres choses, alimentant l'idée qu'on nous cache des choses. Parce que si elles ont disparu, c'est justement parce qu'il fallait qu'elles disparaissent, parce que sinon, on allait découvrir des choses. Donc, il y a une dizaine de jarres qui ont été exhumés de ce village, puis une autre dizaine d'un village plus au nord. Particularité de ces villages, ils étaient des Parthes d'Irak, tribus perses devenues subitement très riches. C'est-à-dire qu'au IIIe siècle, ces tribus, qui étaient des nomades très pauvres, sont devenues très riches. Leur richesse venait du fait qu'ils plaquaient des pièces d'étain en argent. Leurs piles leur servaient à faire de la fausse monnaie. Raison pour laquelle ils ont gardé ce savoir dans leur village ethnique. C'est-à-dire qu'évidemment, ils n'allaient pas le diffuser à tout le monde. En fait, ils récupéraient des pièces d'étain, ils mettaient dessus de l'argent, ce qui fait que quand elles étaient testées, on leur disait « Ah, mais c'est des pièces d'argent ». Donc, ils sont devenus très riches, parce que transformer l'étain en argent, efficace. Ceci leur donnant une capacité économique presque sans limite, puisque dès qu'ils en avaient besoin, il suffisait de galvaniser quelques pièces d'étain, et hop, ça y est, on était riches. Mais la chimie n'est pas une invention récente. Les Minoens grillaient la pyrite, FeS2, donc fer et soufre, pour l'utiliser comme minerai de fer. Les Minoens, c'est 2700 à 1200 ans avant Jésus-Christ. Ça, c'est connu, hein. Il n'y a rien de secret. Hein. Correspond à la période de la conquête de Canaan aux juges, par les juges. La période de conquête de Canaan jusqu'à la période des juges, dans la parole de Dieu. Pour avoir une ordre d'idée, quoi, pour les situer. Les Égyptiens ont inventé le verre vers 1800 à partir du sable du désert. Ils ont inventé le verre. Les Égyptiens, en 1800 avant Jésus-Christ, connaissaient le verre. De nombreux objets découverts près du Sphinx font penser à l'usage de la galvanoplastie, car les couches sont parfaitement uniformes, sans traces de soudure ou de travail manuel et très fines. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils faisaient de la galvanisation. Procédé chimique. On a retrouvé des vases en cuivre plaqués d'argent dans un site sumérien daté de moins 1250. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça prouve qu'ils étaient très, très forts. Je n'ai jamais dit qu'ils n'étaient pas très, très forts. Mais simplement que les piles de Bagdad, en fait, elles étaient utilisées par une ethnie particulière et que ce n'était pas des trucs, des vestiges de 2300 ans ou pire encore.
Mabimi, au Cameroun, est un site d'archéométallurgie ou de paléométallurgie. C'est-à-dire que Mabimi, au Cameroun, pose un énorme problème parce qu'en fait, ils avaient une maîtrise de la métallurgie qui, à cette époque-là, n'aurait pas dû l'avoir. On va voir d'où ça vient tout à l'heure. Le site de Metsamor, en Arménie, est un site d'archéométallurgie aussi, daté de moins 5000, où l'on traitait, entre autres, le cuivre, le bronze, 14 variétés de bronze, le plomb, le zinc, le fer, l'or, l'étain, le manganèse. Tout, quoi. On y fabriquait également de l'acier. On y retrouve des pinces à épiler datées de 3000 ans avant Jésus-Christ. Que nous dit la Bible? Genèse chapitre 4, début du verset 22. Nous lisons. Tsila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Forger ici, il forgeait. Donc là, on est bien antédéluvien, puisque c'est les mecs de la descendance de Caïn. Forger ici, c'est le verbe latache. Latache, qui veut dire rendre fort, aiguiser, former, enseigner. Et les instruments d'airain, choresh, artisan en métallurgie. Alors, est-ce que vous croyez qu'il aiguisait les artisans en métallurgie? Tubal-Caïn. Je ne pense pas. Je pense qu'il formait et enseignait les artisans en métallurgie. Tubal-Caïn enseignait la métallurgie. Qu'il détenait de qui? De ses ancêtres, jusque Caïn, Adam, Dieu. Est-ce que nous avons déjà vu que Dieu a enseigné à Adam tout ce qui était dans la nature? Pas tout, une grande partie, puisqu'après il y a eu la chute, donc il n'a pas terminé. Il n'a pas eu tout, mais il en a eu une grande partie. Donc en fait, ce savoir se détenait non pas par des extraterrestres, mais tout simplement d'un enseignement linéaire. Surtout que Caïn ayant été tué par Lémec, le père de Tubal-Caïn, il est fort probable que Tubal-Caïn ait rencontré Caïn. Tubal-Caïn, il a vécu quand? Environ 5000 ans avant Jésus-Christ, si on prend la datation académique, dont on a déjà parlé la dernière fois. Et qui était Naama, la sœur de Tubal-Caïn? C'était l'épouse de Noé, ça on le démontrera la prochaine fois. Et donc ça veut dire qu'en fait, la sœur de Tubal-Caïn, qui était l'enseignant de la métallurgie, elle connaissait forcément la métallurgie, et Noé avait accès à la métallurgie. Donc en fait, il a reçu tout ce savoir qu'il a pu transmettre après à ses enfants, et ça s'est perpétré. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver de la métallurgie au niveau de la Mésopotamie et de Sumer, de Ur, de toute cette région-là. Mais ça, je montrerai ça la prochaine fois. Et l'Arménie, qui est le site le plus ancien au niveau de la paléométallurgie, nous avons vu la dernière fois que c'est toute la partie de l'Europe, donc c'est l'Est de l'Europe, qui correspond à la région dans laquelle a migré Caïn lorsqu'il a dû fuir après avoir tué son frère Abel. Donc en fait, on a une superposition parfaite entre le texte biblique, évidemment, et ce que nous avons comme trace. Donc rien d'extraterrestre et d'extraordinaire, simplement ça s'est transmis directement. Voir civilisation antédiluvienne, première partie, pour avoir plus de détails sur la zone géographique caïnite, etc. Un autre artefact, le chevalier noir. J'en passe juste quelques-uns parce que, en fait, j'ai parlé de la carte, j'ai parlé de la pile. Maintenant, on va parler du chevalier noir. Je ne sais pas ceux qui connaissent le chevalier noir. En 1954, plusieurs journaux rapportent le témoignage de Donald Kayhoe, un militaire à la retraite et chasseur d'ovnis. L'US Air Force aurait déclaré avoir détecté 2 satellites en orbite terrestre, alors qu'à l'époque, personne n'avait la technologie pour lancer un satellite. Donc là, il y a un problème. En février 1960, un autre témoignage. L'US Navy aurait détecté un objet sombre sur une orbite inclinée de 79 degrés par rapport à l'équateur et ayant une période de 104,5 minutes. Précis. En 1998, une image prise lors de la mission STS-88 est associée au Chevalier Noir. Le Chevalier Noir, c'est ce satellite mystérieux. Le voilà. Donc ici, vous avez le Chevalier Noir. En fait, c'est Nikola Tesla qui avait été le premier à avoir intercepté un signal de ce satellite d'un autre monde en 1899, après la construction d'un dispositif radio à haute tension dans le Colorado.
30 à 50 ans plus tard, le signal a été intercepté plus fréquemment, donc ça émet plus souvent. Le voilà, en gros plan. À partir des années 1930, les astronomes du monde entier ont rapporté d'étranges signaux radio qui prétendument proviennent du Chevalier Noir. En 1948, les astronomes repèrent à proximité de la Terre un corps céleste de 3 km de diamètre. La Terre et Vénus semblent être ses pôles de direction. Il semble se diriger vers l'une ou l'autre selon ses caprices. Il apparaîtrait que ce corps évolue capricieusement et ne se comporte pas comme un corps céleste homologué, c'est-à-dire reconnu pour être astéroïde, comète, etc. En 1958, la société de construction aéronautique Lockheed a enregistré un signal télémétrique inhabituel et non identifié pendant plus de 10 minutes sur la fréquence de 20.003 mégacycles ou mégahertz. Le mystère de cet énorme satellite, c'est sa furtivité. Il est invisible à l'observation optique. On ne peut pas le voir. Il est là, mais on ne peut pas le voir. On l'entend, mais on ne peut pas le voir. En 1998, la station spatiale ISS est inaugurée. Ah, voilà, ça c'est son état en 1998, parce qu'elle a un peu évolué depuis. Mais la navette est abordée et suivie par un étrange vaisseau spatial. C'est-à-dire qu'elle est mise en orbite, l'ISS, et il y a un étrange vaisseau spatial qui la suit. Je sens que la tension monte là. Il s'agit du Chevalier Noir. Un satellite vieux de 13 000 ans qui a une trajectoire quasi polaire qui orbite dans le sens contraire des satellites humains. Imaginez ce que ça peut donner. Truc incroyable. L'existence de ce satellite, gardée secrète par la NASA, a été découverte par le grand public lors de cette mission, l'ISS. Bon, allez, j'arrête. Tout ça, c'est faux. Enfin, c'est ce qui est raconté. C'est ce qui est raconté. Maintenant, on va regarder un peu la réalité. On va voir que c'est voilà. La réalité maintenant. Parce que ça, c'est ce qui est dit. Lors d'une sortie extravéhiculaire de la mission de 1998, donc quand l'ISS a été mis en place, un astronaute a laissé s'échapper une couverture de survie qui a commencé à dériver dans l'espace. L'un de ses collègues, resté dans la navette, a pris une photo pour répertorier l'objet comme étant un débris spatial. Parce que tout doit être répertorié. C'est beau, c'est beaucoup moins puissant, mais bon, c'est comme ça. Pour ceux qui croient à une version complotiste, oui, parce qu'on nous cache des choses. Juste quelques petites questions. Comment ils font pour savoir qu'elle a 13 000 ans, ce satellite? Juste une question. C'était dans les messages émis? Enfin, je sais pas. Coucou, je suis là depuis 13 000 ans. Comment est-ce qu'ils savent qu'il est là depuis 13 000 ans? Ensuite, deuxième question. Alors, comment ce Chevalier Noir a pu aborder et suivre l'ISS, sachant qu'il a une orbite inverse? Ah oui, les gens, en fait, ils ne réfléchissent pas beaucoup là. Puisque l'ISS va dans un sens et que ce machin-là, ce Chevalier Noir, il va dans l'autre sens, comment est-ce qu'il a fait pour le suivre? Il y a une géométrie relativiste puissante. Si dans une orbite inverse, ça veut dire qu'en fait, ils se croisent à la vitesse de 16 000 km/h. 16 000 km/h, bon courage pour prendre la photo. Et pourtant, elle est bien nette, la photo, vous avez pu voir. C'est juste pour dire qu'à un moment donné, il faut juste un tout petit peu réfléchir. Un tout petit peu. C'est faux. C'est faux. C'est faux. On n'a jamais rien trouvé. Il n'y a jamais eu. Tesla n'a jamais intercepté. C'est faux. C'est ce qui est raconté et chacun en rajoute un petit peu, et puis on ne va pas vérifier. Cherchez l'information de source et vous verrez que c'est faux. Ça n'a jamais existé. C'est récent. Tout ça, c'est sorti bien après 1998. Alors évidemment, il y a certaines choses comme la carte de Piri Reis qui nécessitent des choses un petit peu, aller chercher un peu, quoique quand on voit les bêtes à 6 cornes, les gens sans tête, enfin bon, on peut se poser la question quand même. Mais bon, là, on peut assez vite voir que ça ne tient pas la route. Tout ça pour montrer que toute cette théorie complotiste, tout ça, c'est pour arriver à l'antédiluvien. Et on va y venir, on va voir le résultat. On va voir quel est l'objectif spirituel derrière tout ça, parce qu'il y a un objectif derrière tout ça. Et le récit de l'Atlantide, alors? Ah bah oui, ça c'est quand même fondamental, parce que l'Atlantide, c'est quand même un mythe. Certes, c'est un mythe, mais c'est tellement précis qu'il y a du concret. Donc je me suis attelé à la tâche. L'Atlantide est décrite dans 2 des dialogues du philosophe athénien Platon, qui a vécu en 400-300 avant Jésus-Christ. Et les 2, c'est le Timée et le Critias. Alors, je me suis attelé à la tâche, donc j'ai lu les 2, pour voir un peu ce qu'il en dit, pour ne pas écouter ce qu'on en dit, mais pour voir ce qui est écrit. Alors, le Timée, un des derniers dialogues de Platon, c'est l'un des derniers.
Après un bref échange avec Socrate, Critias et Hermocrate, le philosophe pythagoricien Timée de Locrèce, expose une réflexion sur l'origine de la nature du monde physique et de l'âme humaine, vue comme des œuvres d'un démiurge, tout en abordant les questions de la connaissance scientifique et de la place des mathématiques dans l'explication du monde. C'est Timée. Et le Critias suit le Timée, c'est juste après. Et ces deux-là suivent la République de Platon. Un autre la République porte principalement sur l'organisation idéale de la société en s'appuyant sur la justice dans l'individu et dans la cité. Platon fait la critique de la démocratie dans sa dégénérescence, en démagogie et en tyrannie à cause de l'attrait qu'exerce le prestige du pouvoir. Donc la République, en fait, c'est toute une réflexion de Platon sur l'organisation idéale au niveau politique. Le récit de l'Atlantide de Platon est la description d'une société idéale répondant aux descriptions de la République. Déjà, c'était pas du tout orienté. C'était pas du tout. Alors, je le sais parce que j'ai aussi lu la République, donc j'ai pu contrôler, enfin vérifier les choses. Il faut donc évacuer les descriptions politiques du texte. Si on veut considérer que ce que nous décrit Platon sur l'Atlantide pourrait avoir un fondement juste, on va déjà supprimer sa vision à lui de la politique intégrée dans l'Atlantide. Donc on va garder ce qui est une description purement matérielle et pas organisationnelle. Sinon, c'est sa vue à lui, en fait. Selon Critias, son arrière-grand-père s'est vu confier par Solon un récit que lui-même tenait d'un prêtre égyptien du temple de Saïs. Il le tient de quelqu'un qui lui savait. Alors son arrière-grand-père à Critias, c'est Dropides, souverain d'Athènes en moins 593, Solon, législateur athénien vers moins 640, et Saïs, l'une des plus anciennes cités égyptiennes. On a retrouvé des étiquettes en bois liées au roi Aa en 3000 avant Jésus-Christ, 3000, c'est ça, 3000 avant Jésus-Christ, mentionnant la cité et son culte. Donc c'est une ville très très vieille en Égypte, très ancienne. D'après le Critias, l'Atlantide est une île gigantesque. Dans les deux, Timée et Critias. La citation, c'est grande comme la Libye et l'Asie réunies. Donc c'est vraiment très grand. Le monde dans la Grèce antique. Voilà comment était vu le monde dans la Grèce antique. Nous avons la Libye et l'Asie, que j'ai mis en rouge. En fait, c'est plus qu'une île. Il ne s'agit pas d'une île, mais d'un continent. Dans la description du Timée et de Critias, l'Atlantide n'est pas une île, mais un continent de la taille de l'Afrique connue à l'époque et de l'Asie connue à l'époque. Donc si on imagine l'Asie plus l'Afrique, c'est plus qu'une île. Ça s'appelle un supercontinent. Entouré d'eau, puisqu'en fait c'était considéré une île, donc c'était un supercontinent entouré d'eau. Il s'agissait d'une terre luxuriante. La civilisation atlante était florissante 9000 ans avant Platon, parce que Platon dit c'est 9000 ans depuis moi à la fin. Il y a 9000 ans, donc Platon étant déjà lui en moins 500, donc ça repousse un peu. Donc ça veut dire que si je le place dans notre échelle de temps académique en haut, temps biblique en bas, on arrive ici aux alentours de un petit peu après la révolution néolithique. Donc c'est-à-dire en plein dans ce qu'on appelle la période, nous, de la civilisation antédiluvienne, entre l'établissement de la première ville et le déluge. Durant la période appelée Zeb-Tepi, par Sauron et les prêtres de l'Égypte antique. Alors Zeb-Tepi, c'est intéressant, parce que la traduction de Zeb-Tepi, c'est la première occasion. C'est-à-dire que c'était un territoire luxuriant lors de la première occasion. Sous-entendu, il y en aura une deuxième. On va le voir tout à l'heure. L'Atlantide possédait deux sources, une chaude et une froide, ainsi qu'un canal qui faisait le tour et des réserves d'eau souterraines qui alimentaient le système hydrique. Cette terre possédait un mur ou une montagne de protection tout autour avec des accès vers l'océan. Le royaume d'Atlantide était de forme circulaire. Le territoire de l'Atlantide est formé de 8 formes circulaires. Le royaume des Atlantes a été englouti sous un déluge d'eau car ses habitants avaient sombré dans la corruption et le matérialisme. Hérodote rapporte que les Atlantes étaient végétariens. Donc ça, c'est pas Platon, c'est Hérodote qui était végétarien. Donc là, je renvoie vers l'étude « Le chrétien est-il végétarien ?» pour comprendre ce que c'était, qu'à l'époque, pourquoi, d'où vient le végétarisme, etc. etc. Donc, parce que ça a des implications plus que philosophiques, spirituelles, très importantes. Si je reprends ce que la Bible décrit comme étant le premier continent,
Il ne s'agit pas d'une île, mais d'un continent entouré d'eau. La Bible nous dit qu'au départ, avant le déluge, il n'y avait qu'une seule terre, un seul continent. Et si on le regroupe au niveau des plateaux continentaux, ça nous fait cette forme-ci. Avant le déluge, le climat était tropical sur toute la Terre, luxuriant. Il y avait une ceinture de montagnes, d'ailleurs qu'on appelle au niveau même géologique le bouclier, qui entourait de façon circulaire tout autour de ce continent. Il y avait 3 fleuves, puisqu'on a vu que dans le jardin d'Éden, ça c'est la dernière fois, il y avait 3 fleuves, 2 en surface, 1 souterrain, et le 4e, qui était traduit par Euphrate dans la Genèse, est en réalité tout un système hydrique souterrain. Nous retrouvons ici, avec des accès aux océans, c'est-à-dire qu'au niveau des fleuves qui s'écoulent vers les océans, il y avait des accès. Il y avait a priori 5 accès aux océans. Un canal qui faisait le tour. Si je regarde ici les fleuves, en fait, ça faisait le tour des montagnes. Enfin, ça fait presque le tour des montagnes ici. Ce qui est intéressant ici de remarquer, c'est que Platon ne mentionne jamais le nord-est de l'Atlantide. C'est-à-dire qu'il décrit l'Atlantide, ouest, sud, est, nord, mais il décrit tout le tour, et il s'arrête toujours, il ne décrit jamais le nord-est. Et pour cause, puisqu'en fait, l'eau s'arrêtait là. Donc lui, ce qu'il voulait, c'est que ce soit circulaire, parce que dans la République, c'est la circularité. Au niveau mathématique, c'est le cercle, la figure géométrique parfaite. Donc, en fait, il fallait que tout soit circulaire. Or là, ça ne l'était pas. Totalement. Les réserves d'eau souterraine qui alimentaient le système hydrique. Ça, c'est le fleuve souterrain, et puis tout le système du 4e fleuve dans la Genèse. Le 4e fleuve de Genèse 2, 10 à 14 désigne les eaux souterraines qui renouvellent l'ensemble du système hydrique terrestre. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Le territoire de l'Atlantide est formé de 8 formes circulaires. Qui est 8 formes circulaires, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voir la civilisation télévisuelle, donc la première partie, pour avoir tout ce descriptif. Le royaume des Atlantes a été englouti sous un déluge d'eau car ses habitants avaient sombré dans la corruption et le matérialisme. Nous lisons dans Genèse chapitre 6, verset 12. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Ce verset-là, nous l'étudierons la semaine prochaine, plus en détail. Donc en fait, l'Atlantide, il y a la description purement physique correspond à ce qu'il y avait avant le déluge. Par contre, la description de l'organisation, je dirais, politique et sociale de l'Atlantide par Platon correspond à ce que lui voulait que ce soit à Athènes. Pas pareil. Maintenant, on va parler des Anunnaki. Les Anunnaki, je ne sais pas si vous avez entendu parler des Anunnaki, mais il y en a plusieurs qui m'en ont parlé. Qui sont les Anunnaki? Parfois, la théorie des astronautes. Alors, les Anunnaki, on nous dit, les dieux sumériens étaient des reptiliens. C'est la théorie de Zecharia Sitchin, dont on a parlé tout à l'heure, celui qui traduit les tablettes akkadiennes en sumérien. Élaboré à la lecture du sumérien des tablettes écrites en akkadien. Voilà, bon. S'appuie sur une seule tablette, sur une seule statuette. En fait, il en a une preuve, il dit, regardez la preuve. Et il a une seule statuette, que voici. Donc, reptiliforme, on va dire. Hein. Et il s'agit en réalité de la divinité Tiamat. Dans la mythologie babylonienne, seule divinité reptiforme, elle personnifie les eaux salées des océans où règne le chaos. Dans la mythologie suméro-akkadienne, il s'agit de Ningishzida, excusez la prononciation, seigneur de l'arbre fiable. Le seigneur de l'arbre fiable est un serpent dans la mythologie suméro-akkadienne. L'association de la divinité reptiforme et de l'arbre fiable, on le retrouve dans des civilisations antédiluviennes, puisque je donne un seul exemple, gravure retrouvée à Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, on a vu la dernière fois que c'est une ville datée de 12 000 ans, qui a été enterrée, donc qui se trouve avant le déluge, et on y trouve cette forme de l'arbre avec le serpent. Dans tous les récits fondateurs, on le retrouve. Ou l'arbre de vie chez les Sumériens, qui est ici, avec tous ses fruits et qui apportait, etc. Alors, les reptiliens, Monsieur Sitchin, parce que c'est lui, il les connaît, il est le seul à les connaître, sont les habitants d'une autre planète, Nibiru. Nibiru, un astre colossal qui croise notre système solaire tous les 3600 ans dans une giration inverse des planètes
dans un plan incliné par rapport à l'écliptique. La Terre aurait été bien plus grosse, mais aurait été percutée par une lune de cette planète lors de l'un de ses passages dans le système solaire. Bon, ça, c'est ce que nous dit Sitchin, parce qu'il a lu ça sur les tablettes sumériennes écrites en akkadien. C'était il y a 4 milliards d'années. La Terre s'appelait alors Tiamat. Tiens. Tiamat, qui orbitait alors entre Jupiter et Mars, aurait été projetée sur une nouvelle orbite entre Mars et Vénus pour devenir la Terre. Les restes de Tiamat formeraient la ceinture d'astéroïdes, région du système solaire située entre les orbites de Mars et de Jupiter, contenant un grand nombre d'astéroïdes. Une ceinture, on appelle la ceinture d'astéroïdes. Et donc, ce seraient des restes de Tiamat. Les restes de Tiamat seraient aussi à l'origine des comètes, de la Lune, de Pluton, de la modification de l'axe de rotation d'Uranus, etc. Enfin, de tout, quoi. En fait, tout ce qu'on trouve dans l'univers, c'est grâce à Tiamat. Curiosité du système solaire, la planète Uranus est couchée sur son orbite, contrairement aux autres planètes. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les planètes tournent sur un axe vertical et Uranus tourne sur un axe horizontal. Ça, c'est inexpliqué. Explication de Zecharia Sitchin annonce avoir Sitchin annonce avoir lu dans les tablettes sumériennes, celles qui sont écrites en akkadien. D'après Zecharia Sitchin, ce seraient des Anunnaki qui auraient dévoilé toutes ces connaissances astronomiques aux Sumériens, lesquels étaient en réalité les Akkadiens qui ont gravé les tablettes akkadiennes lues par Zecharia Sitchin en sumérien. Voilà. En fait, il a révélé ça aux Sumériens, mais comme c'est des tablettes akkadiennes, il a dû les révéler aux Akkadiens. C'est un peu confus, en fait. Donc, de moins 4000 à moins 3000. Ici. Pendant cette période-là. Sachant que les Akkadiens, eux, ils ont vécu de moins 3000 à... Voilà. Donc, en fait, c'est pas clair. Ça, c'est les Anunnaki. Juste pour information, je l'ai mis ici, le code d'Hammurabi, il apparaît là. C'est-à-dire qu'il apparaît après que Moïse soit sorti d'Égypte. Juste pour quand on nous dit souvent le code d'Hammurabi est bien plus vieux, donc ça montre que la Bible a copié le code d'Hammurabi. On voit ici que le code d'Hammurabi a été fait après. Abraham était bien avant, ici, dans la région d'Ur. On continue sur les Anunnaki. Donc d'après Zecharia Sitchin, ce sont les habitants de la planète Nibiru. Ils étaient des géants de 2,50 m de haut. Bon, pas exceptionnellement géants. Enfin bon. Planète qui croiserait le système solaire, donc tous les 3600 ans, nous avons vu, qui serait venue sur Terre grâce à des navettes spatiales. Donc les Anunnaki seraient venus sur Terre avec des navettes spatiales. Et ces navettes s'appelaient les Shem. Voilà la preuve du Shem. Ça prouve qu'ils sont venus avec ça. Ce que vous voyez à gauche, c'est une preuve qu'ils sont venus avec ce qui était à droite. Bon, voilà, c'est considéré comme une preuve. C'est une poterie, en fait. La température sur Nibiru était de plus en plus chaude et les Anunnaki voulaient lancer de la poudre d'or dans leur atmosphère pour réduire les effets du soleil. Alors, juste pour information, ça, c'est le système solaire et ça, c'est l'orbite annoncée de Nibiru. Donc, ça va être un peu compliqué de justifier que le soleil chauffait beaucoup Nibiru sans que nous, on ait brûlé. Voilà. Donc, ça ne tient pas du tout, mais pas du tout la route. Ils seraient venus sur Terre pour y exploiter l'or, parce qu'ils avaient besoin d'or pour mettre dans leur atmosphère de la poussière d'or. Afin d'exploiter les mines à leur place, ils auraient créé des êtres hybrides par manipulation génétique sur les primates. Les 6 premiers essais n'auraient pas été concluants, mais la 7e expérience aurait donné l'homme moderne. Ben voilà. C'est pour ça qu'il y avait l'homme de Cro-Magnon, de Néandertal. Ce sont des essais, en fait. Ce sont des essais des Anunnaki sur des mixtes avec les singes. Non, mais c'est sérieux, hein. Après de nombreuses péripéties, ils donnèrent la liberté aux hommes. Bon, je vous passe l'histoire, hein, parce que à ce titre, ils sont appelés des créateurs. C'est pour ça qu'on les appelle les créateurs, les Anunnaki, parce qu'ils ont créé l'homme par manipulation génétique. Ils sont aussi appelés les Elohim ou les Néphilim. Ah oui, pour faire référence à Genèse 6, quand même. Reprenant ainsi le récit de la création dans la Genèse pour proclamer que la Bible est une refonte de l'histoire sumérienne des Anunnaki. Puisque quand on nous dit dans Genèse chapitre 1 que Elohim créa, Elohim, c'est les Anunnaki. Voilà. Et les Néphilim, c'est Genèse 6. Reprend ainsi le récit de Genèse 6 pour démontrer que la Bible est une refonte de l'histoire sumérienne des Anunnaki encore. À partir de là, eh bien, on nous dit, mais sans peur, hein, que Moïse, en fait, était un des Atas de la lumière incarnée.
c'est-à-dire les sauveteurs de la lumière, une sorte de police intersidérale, alors que Moïse était un policier intersidéral incarné, qui, étant au courant des plans des Anunnaki, œuvrerait avec les travailleurs de la lumière pour... bref, c'est les Men in Black, oui, c'est ça, Moïse. Et Jésus serait un des Atas de la lumière incarnée. Bah oui, lui aussi, il s'est battu contre les Anunnaki, agissant pour freiner ou repousser les Anunnaki. Et l'apôtre Paul, lui, serait un Anunnaki déguisé qui a dévoyé le message de Jésus, en fait. Non mais, enfin, là, ça prête à sourire, mais il y a des gens qui le croient. Il y a des gens qui le croient. Alors, cette planète Nibiru, qui serait la demeure du dieu Marduk. Marduk, c'est le dieu tutélaire babylonien, le dieu de l'exorcisme, maître du serpent-dragon. Le père du roi Nabuchodonosor II posa la pierre de fondation de la première Babylone, ça on le sait. Le roi de l'empire babylonien mentionné dans la Bible est Nabuchodonosor II, fils de Nabuchodonosor Ier. C'est justement celui-là. Sur l'ordre des dieux, Nabu et Marduk, qui m'ont commandé d'établir les fondations de Babylone sur le cœur même du monde souterrain afin que sa tête puisse rivaliser avec le ciel, j'ai courbé le cou et j'ai fait ce qui m'a été ordonné. Ça, c'est une citation de Nabuchodonosor II lorsqu'il a bâti Babylone. Serpent dragon, aussi appelé Mouchouchou, excusez ma prononciation, originellement appelé Ninazu, père de Ningizida, dans la mythologie sumérienne. Mouchouchou, c'est lui. C'est-à-dire que c'est un corps de lion, de félin, avec une tête de serpent. C'est un détail de la porte d'Ishtar à Babylone, cette fameuse porte où le peuple juif exilé a dû passer en procession pour reconnaître la suprématie de ce Mouchouchou sur le Dieu d'Israël. C'est pour ça qu'on comprend les complaintes dans le livre de Jérémie par rapport à cette atrocité pour des Juifs que de devoir passer en procession donc, pour reconnaître implicitement la supériorité de ce Dieu mésopotamien. Enfin, le babylonien, c'était Nanuzu chez les Mésopotamiens, qui était lié au monde souterrain infernal, Tiamat chez les Babyloniens. Nigizida, c'est Tiamat chez les Babyloniens. Donc, vous voyez, on a tout ça là. Tout ça, ça se mêle, sachant que pour M. Sitchin, ben, c'est tout ce monde qui était super. Donc, cette planète Nibiru, c'est la planète qui serait à l'origine de toutes les extinctions de masse dans le passé. Sa trajectoire connue depuis des milliers d'années doit rencontrer celle de la Terre. Donc, on nous a dit que la collision aurait lieu le 21 décembre 2012. Bon, il n'y a pas eu. Donc après, ça a changé. Finalement, c'était le 23 septembre 2017. Et la preuve, 33 jours après l'éclipse de soleil, 33, comme l'âge du Christ quand il est mort. C'est ce qui nous était dit. Hein. Mais en fait, ça ne s'est pas passé. Donc finalement, c'était le 19 novembre 2017. Puis il ne s'est rien passé. Donc finalement, c'était en 2085. On prend un peu plus de recul, comme ça on est tranquille. Planète qui aurait un albédo très faible. L'albédo, c'est la capacité à réfléchir la lumière. En fait, l'albédo est tellement faible qu'en fait, on ne la voit pas. Elle est là, mais on ne la voit pas. Il la rend presque invisible. En fait, on ne la voit pas. On ne peut pas la voir, mais elle est là. Ça, c'est la preuve irréfutable. Planète aussi appelée planète X, Nibiru. Planète hypothétique supposée se situer au-delà de Neptune, ce qu'on appelle transneptunien, c'est-à-dire au-delà de Neptune, plus loin que tout au bout du système solaire et encore un peu plus. Les planètes du système solaire sont en équilibre, on le sait. C'est un moment qu'on le sait quand même. Elles sont en résonance orbitale, qu'on appelle la résonance de Laplace. La résonance orbitale, ça fait beaucoup plus New Age, chakra, la résonance orbitale. Vous le sentez là? Parce que la résonance de Laplace, ça fait moins moderne. Donc on va parler de résonance orbitale. Le rapport entre les périodes de révolution sont des rapports de nombres entiers. C'est ça. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'entre Vénus et Mercure, c'est 9/23e. Entre Terre et Vénus, c'est 8/13e. Terre-Mercure, 7/29e. Mars-Terre, 8/15e. Mars-Vénus, 1/3. En fait, on peut continuer comme ça avec toutes les planètes du système solaire sont toutes en ce qu'on appelle résonance orbitale, c'est-à-dire qu'elles ont des rapports d'entiers. Quel équilibre. Il y a des lunes qui paraissent ne pas être en résonance orbitale, les lunes de Saturne ou de Jupiter, parce qu'il faut inclure aussi la précession du périastre. Je le dis parce que si quelqu'un me dit que j'ai fait une erreur. Changement graduel d'orientation de l'axe de rotation d'un objet, comme une toupie qui vacille. Vous savez, quand la toupie elle a moins de vitesse, elle commence à
à vaciller et elle pivote en plus de tourner. C'est un peu ce système-là. Alors le périastre, en fait, c'est le point de l'orbite d'un objet céleste où la distance est minimale par rapport au foyer de cette orbite. Ces résonances orbitales, c'est ce qui interdit le désordre, les collisions et les effondrements. C'est pour ça que notre système, il tient. C'est parce que tout est en résonance orbitale. Dieu a créé toute chose parfaite. On va le voir tout à l'heure. Ces résonances provoquent des interactions gravitationnelles régulières entre les planètes. Si on représente les interactions gravitationnelles, voilà ce que ça représente. C'est quand même extraordinaire. Qui maintiennent toutes les planètes et les lunes sur leur orbite respective. Ce qui signifie que toute planète qui ne serait pas en résonance orbitale avec les autres serait éjectée du système ou occasionnerait son effondrement. Si on a une planète là-dedans qui n'est pas en résonance orbitale, ça ne marche plus. Donc Nibiru, elle doit être en résonance orbitale, même si on ne la voit pas. À l'époque de Laplace, seules 6 planètes sont connues dans le système solaire. Pour montrer comment on arrive à Nibiru. Les 6 planètes qui étaient connues, c'est Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter et Saturne. La place, c'est 1749-1827, c'est l'époque de la Révolution française. William Herschel cherchait à découvrir des étoiles doubles. Donc lui, c'est 1738-1822, donc la même époque. Le 13 mars 1781, il remarque une petite tache entre les constellations du Taureau et des Gémeaux. Il change le grossissement de son télescope et remarque que la tache grossit, ce qui n'est pas normal. Cela signifie que cet objet est très proche, puisque la taille des étoiles ne grossit pas dans un télescope quand on augmente le grossissement. Elles sont beaucoup trop loin, à moins que ce ne soit une nébuleuse. Si on regarde une étoile dans un télescope, si on grossit, comme les jumelles, si on grossit, la taille de l'étoile ne doit pas grossir. Si elle grossit, c'est vrai que l'étoile est proche, parce que si on est tellement loin qu'elle ne grossit pas. Quelques jours plus tard, il observe que l'objet a bougé. Ce n'est donc pas une nébuleuse, mais un objet interne au système solaire. Donc il a découvert un objet dans le système solaire qui bouge. Il pense qu'il s'agit d'une comète. Sauf que sa trajectoire ne correspond pas à celle d'une comète. Sauf que les calculs donnent une distance de 18 unités astronomiques, ce qui est beaucoup trop loin pour la luminosité perçue. Et sa forme, sphérique, ne correspond pas à une comète. Ça, c'est été découvert par Charles Messier, chasseur de comètes français. Il s'agit d'un objet beaucoup plus massif, quelque chose de beaucoup plus gros. Il a découvert une nouvelle planète. Ce qui était extraordinaire, parce que les 6 planètes connues dataient de l'Antiquité. Et depuis l'Antiquité, on n'avait jamais découvert une autre planète. Or là, à l'époque de la Révolution française, on découvre une autre planète. Il la nomme Georgium Sidus, l'astre georgien, en honneur du roi George, parce que c'était anglais, donc c'était le roi George, donc il le nomme du nom du roi, ce qui n'était pas très bien accepté par les autres astronomes de l'Europe. Donc l'astronome français Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande préfère l'appeler l'astre Herschel, du nom du découvreur. L'astronome suédois Erik Prosperin préfère l'appeler Neptune, dieu des océans, et l'astronome allemand Johann Elert Bode la nomme Uranus, dieu du ciel. Et c'est ce nom qui sera retenu, Uranus. Il avait découvert Uranus. Un siècle avant, Isaac Newton établit la loi de la gravitation universelle. Petit clin d'œil à ceux qui passent leur bac là, avec la formule. Loi qui permet aux astronomes de calculer la trajectoire des planètes. Sauf que pour Uranus, ça ne fonctionne pas. Pour Uranus, la loi de Newton ne marche pas. À certains moments, elle est en avance sur sa trajectoire calculée, alors qu'à d'autres moments, elle est en retard. Une hypothèse est émise, une autre planète la freine ou l'accélère, une planète qu'on ne voit pas. En 1846, Urbain Le Verrier tente de vérifier l'hypothèse par le calcul. En septembre, 2 astronomes, Johann Gottfried Galle et Heinrich Louis d'Arrest, observent une planète à l'endroit indiqué par Le Verrier. C'est extraordinaire, c'est la première fois qu'on découvre quelque chose par le calcul. Il s'agissait d'une nouvelle planète, Neptune. Ils ont découvert Neptune. Herschel l'avait observé sans y voir une planète, c'est-à-dire qu'il avait observé Neptune, mais il ne s'était pas rendu compte que c'était une planète. Et on se rend compte que Galilée, dans ses notes, avait observé Neptune et Uranus, mais qu'il n'avait pas pensé que c'était des planètes du système solaire. C'est quand même des gens très forts. En 1861, Urbain Le Verrier théorise la présence d'une nouvelle planète, Vulcain, pour expliquer les fluctuations orbitales de Mercure, parce que Mercure n'a pas non plus une orbite régulière. Rien ne sera jamais observé sur l'orbite de Vulcain. En fait, il a essayé, mais on n'a jamais rien vu. Vulcain n'existe pas. Voilà, ça a été abandonné. Expliqué par la théorie de la relativité. Alors, on a compris
les fluctuations orbitales de Mercure par la relativité générale d'Einstein. Donc bien plus tard. Donc ce n'était pas une planète, c'est juste qu'il y a un petit souci, un rapport de vitesse. Planète X, certains l'appellent la 10e planète. Sitchin avait dit qu'il y avait 10 planètes dans le système solaire selon les Sumériens qu'il a lus sur une tablette acadienne. Donc il faut absolument dire. Donc du coup, certains disent que ce n'est pas la planète X, c'est la planète 10. C'est la 10e planète. Le X est simplement l'inconnu en mathématiques, c'est bien un X. Étant donné les fluctuations orbitales d'Uranus et de Neptune, Percival Lowell suppose l'existence d'une 9e planète, qu'il baptise provisoirement planète X. Percival Lowell, 19e siècle. C'est Clyde William Tombaugh, un astronome américain, qui découvre en 1930 un objet à l'endroit indiqué par Percival Lowell. Il s'agit de Pluton. Mais Pluton est trop petite pour expliquer les variations orbitales d'Uranus et de Neptune. Ça ne marche pas. Donc la planète X n'existe pas. Parce que c'est à l'emplacement de Pluton et Pluton est trop petite. Donc il y a autre chose. Juste pour information, la Bible classe Pluton parmi les lunes et non les étoiles. Mais ça, j'en reparlerai tout à l'heure. Mais ce nom a été réutilisé par d'autres astronomes, donc planète X, pour parler de planètes théorisées. William Henry Pickering, anglais, proposa 7 planètes hypothétiques. La planète O, la planète P, la planète Q, R, S, T, U. Aucune n'existe. Thomas Jefferson Jackson C., un Américain, proposa une planète qu'il baptisa Océanus. Jamais vu. La planète, elle n'existe pas. Venkatesh Ketakar, un Indien, suggéra l'existence de 2 planètes transneptuniennes qu'il nomma Brahma et Vishnu. Pareil, jamais d'observation. En 1984, parce qu'en fait, tout le monde cherche à trouver une planète, parce que c'est le top, c'est le sacre de trouver une planète. En 1984, Richard Muller, physicien américain, affirme que les destructions massives sur Terre suivent un cycle régulier. Il en déduit qu'il existe une naine brune, qu'il appelle aussi planète X, qui orbiterait autour du Soleil avec une période de 26 millions d'années. Elle reviendrait nous voir tous les 26 millions d'années, avec une trajectoire très elliptique. Donc une naine brune, j'ai donné la définition, masse inférieure, enfin, il n'y a pas de thermofusion en fait. Elle emmènerait dans son sillage une grande quantité des astéroïdes et des comètes qui se trouvent dans le nuage de Oort. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le nuage de Oort, c'est un vaste ensemble sphérique hypothétique de corps approximativement situés entre 20 000 et 30 000 unités astronomiques jusqu'à plus de 100 000 unités astronomiques, bien au-delà de l'orbite des planètes et de ceinture de Kuiper. Ceinture de Kuiper, c'est une zone du système solaire en forme d'anneau s'étendant au-delà de l'orbite de Neptune entre 30 et 55 unités astronomiques. J'ai fait ici, il y a une petite image. Le système solaire, il est là, au milieu, là, en haut. Et tout le haut, là, c'est le petit truc rouge que vous avez en bas. Et la sphère qui est tout autour ici, qui est bourrée d'astéroïdes et de comètes, c'est la zone de Oort, nuage de Oort. Une sorte de protection autour du système solaire qui fait que tout élément qui voudrait s'introduire et viser le système solaire doit d'abord dépasser la ceinture, le nuage de Oort, et donc se faire exploser en passage. Donc c'est une protection en fait autour du système solaire. Et il y a deuxième protection qui est, lui par contre, cette protection, elle est dans le plan écliptique, c'est la ceinture de Kuiper. J'en parlerai une autre fois. Parce que c'est très intéressant par rapport à la parole de Dieu et ce qu'elle annonce. La Bible en parle en fait. On le verra une autre fois. Et donc ce serait ces comètes et donc cette planète qui passerait, qui serait qui amènerait avec elle une énorme partie de ce nuage de Oort et qui aurait engendré les extinctions massives régulières. Nibiru est justement, et c'est simplement une variante de, alors il la nomme Néméris, déesse de la vengeance, parce qu'elle vient régulièrement et elle se venge. Donc voilà, il l'appelle Néméris. Nibiru est juste une variante de Néméris. Au lieu d'une naine brune, on a une géante gazeuse 4 fois plus grosse que Jupiter et qu'on ne voit pas. Donc on aurait une planète 4 fois plus grosse que Jupiter qui tourne autour de nous et qu'on ne voit pas. Sauf que il n'y a aucune périodicité des extinctions de masse. En fait, il a affirmé ça, mais il n'y a aucune périodicité. Ça n'existe pas. On n'a jamais vu ça. Et une période de révolution de 26 millions d'années, la planète quitterait l'orbite solaire, ne tournerait pas autour du Soleil. C'est-à-dire qu'en fait, elle serait partie, quoi. Donc ça ne tient pas du tout la route. Mike Brown a découvert plusieurs objets transneptuniens. Donc il a découvert pas mal de choses. Alors il y a 2 choses intéressantes là-dessus. C'est Eris, dont je parlerai un tout petit peu, et juste Haumea. Haumea, ici, qui est une planète plate. Non, parce qu'on parle de la Terre plate, on en reparlera une autre fois. Mais alors en fait, elle n'est pas plate, elle est très ovoïsée, très, très, très aplatie, un œuf très, très plat, en raison de sa vitesse de rotation.
Donc lui, il en a trouvé plein. Et c'est quand il découvrit Eris, légèrement plus grosse que Pluton, que le comité international décida de retirer Pluton de son statut de planète. Parce que vous savez que Pluton n'est plus une planète. Enfin, alors, il y a un conflit parce que c'est pas encore entériné, puisqu'il y en a qui veulent que ce soit une planète. Donc là, j'ai fait une représentation parce qu'en fait, on voit que toutes les planètes du système solaire sont sur un plan écliptique, sauf en rouge Pluton, qui est incliné. Donc elle est très particulière, Pluton, dans son orbite. En réponse aux accusations d'avoir tué Pluton, parce qu'en fait, on l'a accusé d'avoir tué Pluton, en 2014, il émit l'hypothèse d'une autre planète dans le système solaire, une nouvelle planète X. Voilà, en 2014, qui en réalité fut appelée la planète 9 ou la planète 9, puis planète Fatih, puis Nibiru par les conspirationnistes, puis Néméris, en référence à la naine brune de Richard Müller et aux extinctions de masse soi-disant périodiques. Donc on nous dit qu'en fait, Mike Brown a affirmé qu'il existait Nibiru et Néméris, alors que pas du tout. Mais alors, qui étaient les Anunnaki, puisqu'ils ne sont pas les habitants d'une planète qui n'existe pas, évidemment. Évidemment. Eh bien, dans la cosmogonie sumérienne, il désigne la classe dirigeante des dieux soumis à Anu, le dieu du ciel. Il résidait sur les eaux, le ciel et la terre, et il gouvernait les Igigi, des sortes de dieux chtoniens. Chtonien, ça veut dire terrestre, liés à la terre. Dans la cosmogonie akkadienne, donc qui a suivi 1000 ans après, les Igigi, épuisés par le travail, brûlèrent leurs outils et se révoltèrent contre les Anunnaki. C'est suite à cette révolte que sont créés les hommes. Avant, il n'y avait pas d'hommes. Ils ont créé les hommes. Et dans la cosmogonie babylonienne, le dieu Marduk fixe le nombre des dieux à 600. Et les Igigi deviennent des êtres divins. Donc les hommes deviennent des dieux. Et les Anunnaki deviennent des êtres terrestres vivant sur Terre. Donc en fait, il y a une inversion des rôles. Alors si on voulait faire un parallèle avec une image chrétienne, on pourrait presque dire qu'il y a des anges déchus, mais c'est vraiment un parallèle très très lointain puisque ça n'a rien de biblique. Ces Anunnaki, ce sont simplement la classe dirigeante sumérienne qui était considérée comme des dieux, comme le pharaon, qui était considéré comme un dieu, descendant de Dieu, etc. Donc les Anunnaki, c'est juste ça. C'est tout. Information biblique sur les orbites de tous les objets transneptuniens. Je voulais juste faire un petit parallèle, juste un petit clin d'œil là, parce que Psaume 136, verset 9. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Présider, Memshala. Memshala, qui veut dire réguler, gouverner. Genèse 1,16, on le retrouve dans Genèse 1,16, quand Dieu créa les étoiles, la lune et les étoiles. La nuit, la yil, c'est nuit, mais c'est aussi saison. Ça veut dire les deux choses. La lune et les étoiles. Les étoiles, c'est Kov Kabim. Kov Kabim, traduit par étoile, désigne Pluton. En fait, Kov Kab, c'est une lune. Ça désigne le mot lune. Donc Kov Kabim, ce sont les lunes. Donc Dieu créa la lune et les lunes pour réguler les saisons, pour réguler toute chose. Alors Pluton fait 2300 km de diamètre, la lune elle fait 3500 ou 3600, je crois, de mémoire. Les lunes permettent d'équilibrer et de réguler les mouvements du système solaire. Dieu créa non pas la lune et les étoiles, mais Dieu plaça la lune et les lunes du système solaire pour que tout soit régulé, y compris les comètes et tous les objets transneptuniens. Si je prends les fameuses découvertes des objets transneptuniens de Müller, en fait, on a le système solaire en jaune et on les a ici. Donc, ils sont en orbite très lointaine par rapport à notre système solaire. Mais remarquez qu'ils sont tous déséquilibrés. Donc, Müller, quand il émet l'idée d'une 9e planète, c'est pour équilibrer ça, parce que tout est du même côté. Donc, en fait, le système est déséquilibré. Donc, il dit il doit y avoir une 9e planète qui doit avoir une orbite comme ça, qui doit être assez massive, pour pouvoir équilibrer, parce que sinon, tout bascule là, il n'y a pas d'équilibre. Non nécessaire dans le cas d'une situation géocentrique. Si on considère que le système solaire ne tourne pas autour du Soleil, mais là j'en ai déjà parlé, mais qui est un système géocentrique, et bien à ce moment-là, on n'a pas besoin d'équilibrer, ça s'équilibre. Voilà, juste le petit clin d'œil. Petit bonus, les hiéroglyphes du temple d'Abydos. Hiéroglyphes égyptiens situés dans le temple funéraire de Séti Ier à Abydos. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais quand vous allez voir l'image, vous allez voir qu'Abydos est ici. Voilà ce que nous avons. Alors, règne environ une quinzaine d'années vers
moins 1300, c'est-à-dire quelques années après la mort de Samson. C'est juste pour situer un petit peu. Voilà ce que nous voyons comme hiéroglyphes dans ce temple. Ah oui, surprenant, n'est-ce pas? Puisqu'on y voit un hélicoptère, on y voit un sous-marin, on y voit un ballon dirigeable, un aéronef, et même certains avancent qu'on y voit une soucoupe volante ou une arme létale extraterrestre. Bon, le coup de la soucoupe volante et de l'arme létale extraterrestre, bon, ok. Par contre, remarquez quand même que c'est assez troublant le coup de l'hélicoptère, du sous-marin, de l'aéronef, du ballon dirigeable. Et tout ça dans un temple égyptien daté de moins 1300. Je voulais le mettre parce que, pareil, ça fait partie des choses assez remarquables. Le temple d'Abydos. Alors, comme la carte de Périérès, on va faire très rapide, mais quelques éléments, construit en deux parties. Une partie souterraine, une partie supérieure, donc aérienne. Toujours, la partie souterraine est toujours baignée dans l'eau car connectée à une nappe phréatique. Donc il y a toujours de l'eau en fait, elle est toujours remplie d'eau, la base, et la partie supérieure régulièrement inondée lors des montées des eaux souterraines. C'est-à-dire qu'en fait, régulièrement, la partie supérieure était inondée par les eaux souterraines montantes. Des portions de revêtement et de parement se sont effondrées, laissant apparaître des zooparts. Les zooparts, c'est quoi? C'est out of place artifact, c'est-à-dire littéralement en français, objet fabriqué hors de sa place. C'est-à-dire ce qu'on appelle les artefacts des impossibles. Pour les conspirationnistes, on nous cache des choses. Il y avait une civilisation très ancienne et très évoluée, la preuve. Certains n'hésitent pas à dire que Ramsès II, qui était le fils de Séti Ier, avait son propre sous-marin personnel et son hélicoptère pour se déplacer. Eh ouais. Mais ça n'a pas fait sourire, mais il y a des gens qui le croient. C'est terrible. Et comment est-ce qu'ils ont su tout ça? Grâce à des extraterrestres, grâce à des voyageurs temporels, des gens qui ont voyagé dans le temps et qui ont révélé les technologies modernes aux gens du passé. Regardons d'un peu plus près, il existe deux types de photos des hiéroglyphes d'Abydos. Celle-ci, retouchée pour mieux montrer les formes, donc mis avec du relief, etc. Et celle-ci, non retouchée. Alors, petit jeu des différences, vous voyez, 7 erreurs. Mais là, on ne va pas perdre de temps. Allons-y, les voilà les erreurs. C'est-à-dire que voici les différences. Vous voyez, il y a des choses qui ont été enlevées ici par rapport à ici, en fait. Voilà. C'est en rouge. En rouge, c'est les parties différentes. D'accord? À partir de la photo non retouchée, on peut retrouver deux inscriptions superposées en réalité. Ici, je prends tout le cartouche, c'est-à-dire que je n'ai pas pris que la partie où il y a les objets mystérieux, je prends tout le cartouche là, tout. Ici, on a une première inscription que j'ai mis en vert, que j'ai superposée en vert, ici. On a un cartouche royal ici, donc avec le sort de ovale avec le trait devant, c'est un cartouche royal avec le nom de couronnement du roi. C'est Nesut Biti. Nesut Biti, en vert. À partir du roi Képhren, tous les rois recevaient 5 noms pour marquer leur rang et leur titre. Le premier nom, c'était Horus, le deuxième, c'était Nepti, le troisième, c'était Horus d'or, le troisième, c'était Nesut Biti, que nous retrouvons ici, et Saré. C'est-à-dire que tous les pharaons avaient été nommés Horus, Nepti, Horus d'or, Nesut, Biti, Saré. Pour le différencier, ce n'est pas facile. Ici, c'est roi de Haute et de Basse Égypte, la partie noire. Et la deuxième partie en vert, c'est le nom Nepti. Écriture correspondant à celle donnée à Séti Ier. C'est-à-dire que Séti Ier est appelé de tous ces noms, les 5 noms là, mais il est aussi appelé Nesut Biti, mais c'est écrit comme ça à chaque fois qu'il est parlé de Séti Ier, et Nesut Biti, c'est écrit comme ici dans le cartouche quand ça parle de Séti Ier. Et sinon, si je reprends le même hiéroglyphe et que je vois l'autre écriture que j'ai mis en bleu, ici, nous avons toujours ici, eh bien, Nesut Biti, mais écrit d'une autre façon, parce qu'il y a plusieurs façons d'écrire en hiéroglyphe. Ici, nous avons toujours roi de Haute et de Basse Égypte. Et la dernière partie, eh bien, nous avons Nepti, mais écrit d'une autre façon, et cette écriture-là correspond à l'écriture de Ramsès II. Donc en fait, Ramsès II étant le fils de Séti Ier, lequel a modifié le temple, puisque nous avons des écrits qui le disent, Ramsès II a modifié le temple et donc a mis son nom sur ce cartouche. Si je prends maintenant la même chose et que je superpose les deux, donc en vert, l'écriture correspondant à Séti Ier, en bleu, l'écriture correspondant
à Ramsès II. Et si je mets tout ça en noir, eh bien, j'obtiens notre cartouche, tout simplement. Il s'agit en réalité d'un palimpseste. Alors, un palimpseste, c'est quoi? C'est du grec ancien, hein, qui est gratté de nouveau. Il s'agit d'un support déjà utilisé dont on a fait disparaître les inscriptions pour pouvoir y écrire de nouveau. C'était souvent fait, surtout sur les parchemins qui coûtaient très cher. Donc, on effaçait ce qui avait été écrit et on repassait par-dessus. Sauf que quand c'était mal effacé, parfois, ça pouvait ressortir et c'était un petit peu compliqué. Donc ici, on a un palimpseste, c'est-à-dire qu'il y a eu du plâtre qui a été reposé par-dessus, ça a été regravé, mais comme il y a eu des inondations et que c'est à moitié tombé, ben en fait, les deux se sont retrouvés superposés. Et donc, on a les deux écritures, auxquelles s'ajoute une pareidolie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pareidolie? Ben, une pareidolie, c'est un phénomène psychologique impliquant un stimulus. Je ne vais pas tout lire, c'est juste pour dire que quand on voit une forme avec deux trous, deux ronds, un truc vertical au milieu et un petit truc horizontal en bas, c'est un visage. En fait, notre cerveau est fait pour voir les visages, voir des formes dans les nuages. On voit des lapins, des chevaux, des choses extraordinaires. Mais c'est notre cerveau qui analyse ça. C'est ce qu'on appelle une pareidolie. Je vais en mettre un exemple. Ici, nous avons un hiéroglyphe. Et que voyons-nous? Eh bien, nous voyons un extraterrestre capé. Eh oui. Non, pas vous? Vous ne voyez pas un extraterrestre capé avec ces deux yeux-là, les deux gros yeux globuleux là? Et puis la cape là, par-dessus là. Ouh. Voilà, donc ça, c'est une démonstration pour nous dire, regardez, il y avait des extraterrestres, c'est un extraterrestre capé. Non, en fait, c'est un simple vase sur lequel repose un lotus cerné par deux bourgeons. Voilà, donc un gros plan. Donc là, vous voyez, il nous regarde avec ses deux gros yeux là, extraterrestre. Là, on a le vase, là, on a le lotus, et là, on a les deux bourgeons. La preuve en est, c'est que, alors c'est une manière canonique de symboliser la plante en Égypte antique, c'est-à-dire que la plante, le lotus, était considéré comme divine, etc. Ce même relief, donc lotus avec les bourgeons, comprend d'ailleurs une autre représentation de ce végétal, ici. Et si je le retourne, si je fais une petite rotation, ben je retrouve notre extraterrestre. Donc ça veut dire qu'en fait, il se déguise. Non, je plaisante. En fait, c'est tout simplement ce qu'on appelle une pareidolie, c'est-à-dire que c'est notre cerveau, dès que ça a un peu la forme d'un visage, on y voit un visage, on y voit une tête. Autre exemple. Le 25 juillet 1976, Viking 1 prit une photo de la région de Sidonia sur Mars. Il y a une faute à Sidonia, c'est CY. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette photo qui avait fait fureur. En fait, c'est une démonstration qu'il y avait une civilisation hautement avancée qui avait vécu sur Mars, parce que regardez, on voit une construction gigantesque qui fait une représentation de visage. Pour beaucoup, ce fut la preuve qu'une civilisation très ancienne et très avancée avait existé sur la planète. Détail technique, chaque pixel de l'image représente 250 mètres au sol. C'est-à-dire qu'en fait, c'est franchement pas précis. Même massif pris en haute définition en 2001. Ah, bah, finalement, c'était juste un rocher. Finalement, c'était juste un rocher. Alors peut-être certains se tourneront vers une autre zone de Sidonia, toujours avec CY. Et là, certains y voient une tête de chat avec le museau ici, les moustaches ici et les deux yeux là. Voilà. Ça c'est juste pour dire qu'on voit ce qu'on veut voir. Donc prenons garde, parce que toutes ces théories sont toutes là pour contrecarrer la parole de Dieu. On voit que les fondements de 5 personnes que j'ai citées, qui sont les 5 fondateurs de toutes ces pensées, sont tous ésotériques, astrologues, mystiques, et ils ont tous des révélations avec des esprits qui leur parlent. Enfin bref, c'est une catastrophe. Avec l'objectif, sauf Zecharia Sitchin, qui lui ne dit pas, enfin il n'y a pas de lien direct avec toutes ces choses. Mais alors lui, c'est lui qui lit des tablettes sumériennes, akkadiennes, enfin qui mélange tout, et qui arrive à dire que Moïse, c'est un policier de l'espace. Alors dit comme ça choque, hein, mais évidemment, c'est formulé d'une manière à ce que ça passe. Donc voilà. Donc la civilisation antédiluvienne, elle a existé, puisqu'il y a eu une civilisation antédiluvienne, mais elle n'est pas du tout surdouée, surpuissante, spirituellement extraordinaire, translucide, des géants, etc., etc., etc. On verra la semaine prochaine ce qu'en dit la Bible, et là, vous allez voir que c'est beaucoup plus concret, beaucoup plus simple, beaucoup plus clair, évidemment, et direct, tout à fait cohérent avec l'ensemble de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.